Y'a pas de metteur en scène dans ce film de merde? Où est-ce qu'on te briller? Qui viennent me voir, c'est une merde, Noé. Un faquin, un pauvre garçon. Moi aussi j'en ai marre, monsieur Melville. Marre et jusque là. J'en ai ras-le-bol. Parce que moi je suis pas un guignol. Moteur! Oh putain, moteur! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Rétrospect Film. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés, comme d'habitude, mais parce qu'il y avait pas mal de concepts qui étaient préparés, dont celui-ci, vous l'avez vu dans le titre, Film Triangle. Film Triangle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une idée de Lucas. Lucas est avec moi comme d'habitude. Il va nous en parler avant qu'on vous présente notre invité du jour. Donc, salut Lucas, comment vas-tu? Eh bah écoute, ça va très bien, très content de reprendre les podcasts et encore plus sur un concept, on va dire, un petit peu plus stimulant que ce qu'on avait pu faire à l'époque, notamment pour les sorties de la semaine, qui se rapproche peut-être un petit peu plus de ce qu'on faisait dans les concepts de fin d'année où on donnait vraiment nos avis sur le film. Donc, pour résumer le concept très facilement, on s'est contacté il y a quoi? Il y a 2-3 semaines à peu près, Exactement. où on devait chacun, donc grâce à nos letterbox respectifs, prendre un film que nous avions vu mais que les deux autres n'avaient pas vu obligatoirement et le faire regarder aux autres pour justement en parler aujourd'hui. Donc on sait un peu ce que les gens en ont pensé, mais on n'en a jamais vraiment parlé avant aujourd'hui pour que ce soit entre guillemets le plus spontané possible. Donc voilà, donc chacun a choisi un film et a regardé les deux films des autres personnes. Exactement, donc on est Lucas et moi, et à chaque fois on sera avec une personne avec nous. Aujourd'hui, notre invité, c'est Guillaume. Salut Guillaume. La question toute bête que tu peux te présenter. Ouais, enchanté. Allez. C'est vrai que. On le découvre pour le podcast, on le connaissait pas avant, on l'a rencontré dans la rue. Eh ben, écoute, Guillaume, est-ce que tu peux nous parler rapidement de ton rapport au cinéma? C'est la question bête, mais que voilà, tu puisses un peu te présenter ton rapport au cinéma. Et à nous aussi. Oui, bah alors. Oui, Oui. à nous, bah. Du coup, je suis à moitié étudiant en cinéma et à moitié en lettres, et bah, c'est une de mes passions depuis le collège. Donc, je suis très fan de ciné. Et c'est. Bah, je sais pas, en fait, c'est tellement évident pour moi, le cinéma, tout ça. Genre, j'ai baigné dedans. J'ai peut-être fait une pause depuis quelques années, mais là, depuis janvier, T'as je. repris pour le podcast. Ah oui, Il bosse déjà. bien, il bosse bien. De fou. Et puis, je bouffe des films et j'essaie d'en parler un peu avec des potes et tout. Donc, c'est cool de pouvoir en parler dans ce podcast. Et vas-y, Eh ben, très bien. et attends, parce qu'on peut même aller plus loin pour que les gens présentent un petit peu mieux. Alors, soit comme tu veux au choix, 2-3 films peut-être qui peuvent te définir un peu de cœur, ou 2-3 réals, un peu comme tu veux, mais voilà, que les gens voient un petit peu comment tu te situes, voilà, Ouais. niveau goût, niveau appréciation, etc. Ça peut servir au cas où peut-être les gens vont zapper directement s'ils détestent ce que tu aimes. Euh, Bon, alors, je dirais que peut-être le film qui m'a le plus choqué là depuis le collège, c'était Les Anges Flux. Euh, ouais, c'est peut-être le film qui m'a vraiment qui m'a fait sortir un peu des sentiers battus. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est par la narration très décousue qui m'a vraiment, je sais pas comment, c'était vraiment novateur et j'étais tellement touché par le côté très onirique du film. De Wong Kar-wai. Oui, Wong voilà, Kar-wai, merci de préciser, ouais. j'oublie toujours les réalisateurs, ouais, Wong Kar-wai. Oula. Sinon, c'est dur comme question. Peut-être L'enfance nue de Maurice Pialat aussi. Ok. Du coup, un film sur l'enfance, sur le mal-être et tout. C'est pas très joyeux, mais je sais pas, je pense que c'est à cause du fait que ça ressemble à un épisode de striptease, donc il m'a un peu. Grand. Et sinon, en troisième. Mhm. Attends, Il je va- regarde mon letterbox. Oh putain. Bon, au pire, tu nous diras pendant. Ouais, Tu nous diras pendant. Réfléchis-y, comme ça on peut attaquer. Voilà. Mais voilà, au moins On va faire des- les gens peuvent voir. Donc, Guillaume, fan de films qui te mine le moral, hein, grosso modo. Exactement. Alors, en tout cas, petite précision, comme d'habitude, votre grand ami du jour, ça sera d'ailleurs pour le monteur, donc pour Lucas, ça sera cette petite timecode que vous aurez dans la description du podcast une nouvelle fois. Alors, on verra si on va vous spoiler dans le timecode les films qu'on a choisis ou si on va juste appeler ça film de Ethan, film de Lucas, film de Guillaume. On verra, mais en tout cas, voilà, vous pourrez avancer sur les films comme ça avec le timecode et aller directement à ça. Si l'introduction et la présentation de Guillaume ne vous intéressent moyen, vous aurez pu aussi aller directement au film. En tout cas, c'est comme vous voulez. Si vous êtes prêts, les gars, on peut démarrer avec Ouais. le premier film, si vous voulez. Ouais, si je me trompe pas, le tien, Ethan, c'est ça? Exactement, voilà, Allez. la dictature. On démarre avec mon film. Non, donc on va démarrer avec mon film. Donc c'est le premier film que je vous conseille. Et alors, donc vous le verrez s'il y a d'autres épisodes. Normalement, il y en aura d'autres. Je vais à chaque fois conseiller des films qui sont pas forcément des très grands films, mais qui sont des films où pour moi il y aura des choses à dire. Pour une fois, pour la première, je vous ai quand même confié un film que moi j'aime beaucoup. On va en parler en détail.
c'est un film français, le seul film français de ce podcast. On va avoir des horizons assez différents. Moi, ça va être le film Trop belle pour toi de Bertrand Blier qui est sorti en 1989. Alors pourquoi j'ai choisi ce film? C'est ce qu'on va vous dire à chaque fois qu'on va vous présenter le film. Pourquoi est-ce qu'on l'a choisi? Moi, c'est tout simple. En fait, l'été dernier, je sais plus si on l'avait déjà dit dans un podcast. Je suis journaliste à mes heures perdues à côté, journaliste en cinéma. J'ai eu la chance d'être journaliste en cinéma et ne pas faire que des cafés, comme dirait mon compère, mon partenaire. Je n'ai jamais dit Ah, il ça, le dit pas. mais non, Ah bon, je le dis pas. Bon, j'essayais de le titiller un peu, mais donc du coup voilà, non, dans ce cadre-là, c'est un petit peu un secret de Polichinelle dans le métier, mais il y a toujours ce truc qui se fait qui s'appelle les nécrologies. Et en fait, les nécrologies, vous les voyez toujours sortir le jour même. Alors, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est des choses qui se préparent longtemps avant. Les journalistes ont des sources et des informations quand un grand réalisateur, grand acteur, grand musicien, grand homme politique ou autre va pas très bien. Eh bien, on prépare, on commence à écrire, à réaliser, etc. une nécrologie parce que, mine de rien, ça prend quand même du temps de retracer toute la vie de quelqu'un qui a marqué le paysage public. Et donc, c'était le cas avec Bertrand Blier. On avait fait quelques jours plus tôt la nécrologie de Anouk Aimé, c'est ça, hein, Lucas? Anouk Aimé, c'est celle qui joue dans Un homme et une femme, c'est ça, hein, c'est Anouk Aimé? Oui, alors je sais pas quelle Oui. nécrologie t'as fait, mais Ah oui, non, si c'est elle, oui. non, mais voilà, Anouk Aimé, non, parce que j'ai failli dire Anouk Grimbert, alors que c'est pas du tout le même style, même si elle a un rapport avec Blier. Et surtout Donc, qu'elle Anouk est encore Aimé, en vie, elle. Du coup. oui, voilà, c'est sûr qu'elle a encore envie. Donc en fait, voilà, on s'était retrouvé à faire la nécrologie un petit peu tardivement d'Anouk Aimé qui nous a quittés. Et voilà, ça a permis de faire une transition en disant, cette fois-ci, pour d'autres nécrologies, on va y anticiper. Et on avait eu l'information vers le mois de juillet, il me semble, que Bertrand Blier n'allait pas très bien. Et donc vous avez vu que Bertrand Blier est malheureusement décédé il y a quelques mois de là. Et donc du coup, en juillet, je me suis retrouvé à faire la nécrologie de Bertrand Blier, alors que je ne savais pas du tout qui était cette personne. Je n'avais jamais regardé un de ses films. Je connaissais de nom ses films les plus connus, donc si je vous parle des films les plus connus de Bertrand Blier, Guillaume, Lucas, vous me répondez plutôt lesquels? Lesquels sont les plus connus pour vous? Moi, je vais te sortir Les Valseuses, je pense, qui est le plus connu Exactement. de Blier. Les Valseuses. Ouais, il y en a un autre aussi que je peux Oui, attendre. moi, j'aurais dit Tenue de soirée aussi. Ouais, voilà, Valseuse, Tenue de soirée, qui sont potentiellement les deux les plus connus. Il y a également Préparez vos mouchoirs, un petit peu moins connu, mais qui a gagné quand même l'Oscar du meilleur film étranger. Donc voilà, c'est à ça qu'on pense. Moi, j'en avais vu aucun. Et donc, en plongeant un petit peu dans sa vie, j'ai regardé un petit peu ses films, je les ai découverts, j'ai bien apprécié son univers. Et j'ai surtout adoré Trop belle pour toi. Donc, comme je vous ai dit, sorti en 1989. Donc, Trop belle pour toi, c'est quoi? C'est l'histoire de Gérard Depardieu, qui est Bernard Barthélemy. C'est un concessionnaire BMW qui est marié à une femme sublime qui s'appelle Florence. Elle est jouée par Carole Bouquet. Alors, il semble être heureux en apparence et mener une vie plutôt rangée, assez calme. Mais voilà, tout va basculer dans sa vie, tout va changer parce qu'un jour, il va tomber totalement fou amoureux de Colette, qui est jouée par Josiane Balasco, qui est tout simplement sa secrétaire. Alors, elle est présentée dans le film, c'est pas péjoratif de le dire, mais c'est vraiment la façon dont elle est présentée. Elle est présentée comme une femme plutôt banale, ordinaire, assez normale, à l'inverse de Carole Bouquet, qui, elle, est représentée comme la femme parfaite, la femme inaccessible. Et donc, voilà, ce film, c'est tout simplement un triangle amoureux improbable, une ode au désir, au vide existentiel et à l'amour, dans ce qu'il y a de plus irrationnel. Et pour moi, on y plonge sans filet. Et je vais vous laisser la parole, messieurs, pour me dire ce que vous avez pensé de ce film, dans les conditions dans lesquelles vous l'avez découvert. Et puis voilà, tout ce que vous avez à me dire autour. Et après, je vous donnerai ma vérité, mon avis à moi. Donc voilà, lequel de vous deux veut commencer? Je peux commencer si tu veux, Guillaume, vu que tu viens d'arriver, comme ça au moins on se cale comme ça. Je voulais juste corriger un truc. Alors peut-être que je me trompe, mais dans le film, elle est pas même considérée comme moche plus que banale. J'ai l'impression qu'il y a. Alors, il y a justement cette oui, je n'osais pas le dualité. dire. Voilà, t'as raison. Non, mais c'est vrai. Pour C'est moi, vrai que c'est plutôt le côté péjoratif Et du mais elle même est plutôt. de toute façon, c'est dans le titre, Trop belle pour toi, il y a clairement cette notion de justement apparence physique qui joue. Donc Oui, moi effectivement. je vais commencer, mais pareil, je vais pas monologuer, parce que le but c'est après de faire un petit tour de table. Donc moi, Blier, j'en avais quand même vu quelques-uns avant. J'en avais vu 4-5, je crois, si je dis pas de bêtises, on va dire les plus connus. Donc tu vois, je le connaissais pas, donc je l'ai clairement découvert pour le concept donc du podcast. Pour la petite anecdote, moi j'ai découvert il y a 3 semaines, parce que dès qu'on a annoncé les films, je les ai directement regardés comparés à mes camarades qui ont attendu la dernière seconde, donc peut-être ça sera un petit peu moins frais pour moi. Mais du coup voilà, je l'ai découvert chez moi, de toute façon. Clairement, je pense qu'on les a tous découverts comme ça, les films. Moi, alors, pour, on va dire, un premier angle à ce que je vais dire, c'est que, malgré le fait que j'ai vu plusieurs de ces films, j'ai un certain problème avec le cinéma de Bertrand Blier. C'est-à-dire que c'est un cinéma que je trouve
très intéressant, on va dire, formellement. C'est-à-dire, les concepts me plaisent, les concepts me prennent, me récupèrent dès le début. C'est-à-dire, je trouve ça très catchy, que ce soit surtout au niveau des dialogues, évidemment, mais du tempo comique, des personnages, la définition des personnages, des situations. Je trouve ça très très fort à chaque fois. Mais alors, le problème que j'ai, c'est un peu le problème que je peux avoir sur certains Dupieux, et je dis bien certains, c'est que je trouve que le concept s'épuise avant la fin du film. C'est-à-dire que les enjeux sont très très vite présentés, très très vite, on va dire, balayés, et au bout d'un moment, le tempo comique, pour moi, en tout cas sur moi, ne marche plus, ou en tout cas marche beaucoup moins, ce qui crée, alors j'aime pas utiliser ce terme parce que pour moi c'est le niveau zéro de l'analyse, mais vu que j'essaye de le développer derrière, c'est un petit peu plus... on va dire étoffé que juste dire je m'ennuie, créer quelque chose comme une sorte de désintérêt en fait au milieu du film, car j'ai l'impression que son concept il est très bon, mais il sait pas forcément l'exploiter, et c'est un... Excuse-moi, c'était au milieu du film cette fois-ci ou plus vers la fin? Parce que ce concept-là, on en a déjà discuté un petit peu Oui. à côté. Moi, c'est Oui. quelque chose que je peux aussi ressentir. C'est vrai qu'il y a un peu de frustration des fois où on se dit, par exemple, il y a un film de Bertrand Blier que tu n'as pas vu qui s'appelle Notre Histoire avec Alain Delon, qui a ce problème-là, en fait, c'est que le film va tellement loin dans son délire et dans son écriture et dans l'échange des personnages. Et à un moment, c'est vrai qu'on en est un peu épuisé, on en est un petit peu esseuré, on en a un petit peu marre. Et pour le coup, moi, Trop belle pour toi, j'ai pas du tout ressenti ça, si ce n'est vraiment sur la toute fin du film, contrairement à d'habitude, et c'est ça en fait qui pour moi le classait plus haut que les autres. Mais donc toi, tu l'as encore ressenti à quel moment? Ouais, Plutôt vers le milieu ou vraiment le dernier acte? moi vraiment le dernier tiers, mais du coup sur un film, je crois, il dure 1h20, si je dis pas de bêtises, Ouais, à peu 1h30 près, grand ouais. max. Au bout de C'est ça. 45 minutes, quoi, au bout de 40-50 minutes, je suis en mode, je vois ce que tu me montres, mais j'ai l'impression que tu me fais juste une redite de tout ce que j'ai vu depuis le début. C'est-à-dire ce côté Ouais. homme insatisfait, la femme est moche, enfin on a compris, tu vois, le running gag, la femme est moche, ok, mais en fait, ce qui Ouais. est drôle, c'est que du coup, bah, lui, il est plus du tout attiré par sa femme belle, mais par l'autre, et que du coup, ça l'obsède. Donc tout ça, j'en parlerai un petit peu après, je vais pas trop développer, comme ça, je laisse la parole à Guillaume rapidement, mais au bout d'un moment, je suis en mode, ok, mais j'aurais voulu en fait soit que ça arrive pas aussi vite, parce que vraiment tous les enjeux, c'est ça qui peut être à la fois intéressant mais qui du coup piège un peu le film, c'est-à-dire que le film de tromperie est complètement déconstruit dès le début. C'est-à-dire normalement le film de tromperie classique, il y a un peu cette double vie, un peu vers la moitié la femme découvre le film, le poteau rose pardon, et ça mène justement toute une conséquences de péripéties par rapport à ça. Là, en fait, c'est très vite balayé dès le début, donc je trouve ça assez couillu. C'est pour ça que je dis que j'aime beaucoup les débuts des films de Blier. Mais le problème, c'est que pour moi, ça empiète le film justement en mordant sa propre queue, si on prend une petite métaphore du serpent. Et donc, du coup, j'ai cette impression que ça continue encore sur les mêmes vannes, les mêmes ressorts comiques, les mêmes ressorts de tension, entre guillemets, scénaristiques. Et moi, du coup, ça m'épuise. On arrive quand même à me choper, c'est-à-dire c'est pas un mauvais film, c'est pas un film où je passe fondamentalement un mauvais moment, mais c'est pas un film déjà qui me marque, c'est-à-dire que j'ai quasiment oublié le film, enfin en vrai je me rappelle des trucs, mais déjà Ouais. je suis incapable de te dire s'il y en a c'est à la fin ou au début, parce que les situations se répètent tellement que au bout d'un moment, bah malheureusement je décroche quoi tout simplement, et du coup j'en tire, voilà, c'est pas le pire Blier que j'ai vu, c'est pas le meilleur non plus, mais voilà, je le mets dans ce ventre mou de le problème que j'ai avec Blier, je l'ai avec ce film, voilà, grosso modo Le meilleur Blier que t'as vu, le pire Blier que t'as vu, on va enchaîner, c'est quoi? C'est lesquels plutôt, le Alors, meilleur et le le pire? meilleur Ouais. que j'ai vu, je pense que c'est Buffet froid. Ou Tenue de soirée, D'accord. c'est un des deux. Je pense peut-être Buffet froid parce que c'était le premier, parce que c'était nouveau et peut-être que j'étais moins épuisé aussi par le concept. Peut-être c'est moi, hein, tout simplement. Ouais. Et alors, le moins bon, j'en ai pas vraiment de moins bon, mais il y en a que j'ai eu vraiment du mal. Par exemple, les valseuses, j'ai vraiment du mal. Que je trouve ça assez daté et je trouve que c'est assez daté à la limite. Bon, bah, il y a des films datés. J'adore Il était une fois dans l'Ouest, Ouais. c'est quand même assez daté. Mais là, du coup, c'est assez daté. Ça me fait pas forcément rire et en plus bah, j'ai ce problème de répétitivité quoi. Au bout d'un moment j'ai compris les enjeux assez rapidement, c'est deux loupards, enfin on va pas parler des valseuses ici, Oui. mais du coup voilà, alors disons que celui-là a une dimension en plus qui me plaît moins, mais honnêtement voilà, c'est pas le pire Blier, en plus j'ai D'accord. vraiment vu les plus connus, donc je pense qu'il en a fait qui sont Oui. vraiment nuls pour le coup. Ouais, il en a fait des pas très bien, effectivement. Voilà, Alors, on sera moi peut-être j'ai fait un l'occasion d'en peu reparler une long, autre fois. mais voilà, on peut donner à Non, non, mais Guillaume très bien. Mais alors, du coup, avant de laisser la parole ouais. à Guillaume, je vais juste répondre du coup à le truc principal que tu dis. Alors là où je suis moyennement d'accord, mais après c'est un ressenti. Malheureusement, il n'y a pas à être d'accord ou pas parce Oui, que oui, de toute vraiment, tu as façon un c'est personnel. ressenti de façon générale sur le réalisateur. Mais pour le coup, moi, je trouve que Trop belle pour toi est vraiment différent de ce qu'il fait. Il y a une autre dimension et je l'évoquerai dans un Oui, second temps mais moi aussi, où, mais en contrairement à négatif. ce Oui. qu'il fait,
c'est pas forcément c'est pas forcément un film qui est drôle, même s'il y a toujours ce pouvoir de certaines situations comiques, même s'il y a toujours ce pouvoir des dialogues, etc. Je trouve que quand même c'est un film qui va tenter d'autres choses et qui est différent, et c'est en ça Ouais. il m'avait beaucoup plu. Ok. Guillaume, on te laisse la parole. Tes premiers mots, enfin tu en as déjà donné, mais tes premiers mots, qu'est-ce que tu as pensé du film? On ne sait même pas ce que tu as pensé du film, nous. Hein. Moi, je voulais pas faire spoiler les gens, mais du coup, premier avis, c'est que j'ai beaucoup aimé le film et Ah. vraiment, j'étais surpris. Je le sentais vraiment pas, mais j'ai Ah. adoré. Alors, par contre, moi, contrairement à Lucas, j'ai vraiment pas du tout pensé que c'était une comédie. Je sais que Moi non plus. Bière faisait, ouais, il Moi non faisait plus, des j'ai pas comédies. pensé comme toi, je te rassure. Moi non plus, j'ai pas pensé pareil que toi que c'est pas une comédie. C'est ça, parce que bon, je me suis dit, si c'était vraiment une comédie, ce serait un peu, ouais, ce serait moins bien que je le pensais. Moi, je voyais plutôt ça comme un petit hommage à Godard. J'ai trouvé le film très godardien. Déjà avec les personnages féminins qui lançaient des aphorismes et ce genre de trucs. J'ai pas trop envie d'entrer en détail pour l'instant, mais j'ai été agréablement surpris. Le début, j'ai pas vraiment accroché. Moi, je pensais du coup à un énième. Du coup, je préfère le dire maintenant, mais j'ai pas vraiment l'habitude de voir les films de Blier. J'en ai vu qu'un qui est Buffet froid. Et d'ailleurs, pour moi, c'est son plus connu, enfin avec les valseuses. Ouais, il est assez connu. Voilà. Et c'est un film que j'ai adoré et qui lui est du coup une comédie un peu absurde Oui, très bien. et très très absurde, ouais. Et voilà, je sais pas pourquoi, je pense que c'est un film godardien en tout cas. Je pense que c'est avec déjà l'utilisation de Pardieu de cette époque-là qui a été pas mal repris par Godard avec Hélas pour moi ou ce genre de truc. Mais globalement, ouais, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très poétique, très pertinent dans sa mise en scène. Et ouais. euh, Après voilà, contrairement à Lucas, j'ai pas une grande connaissance du réalisateur et j'ai pas, voilà, je pourrais pas les comparer avec ses autres films. Mais je pense que Buffet froid c'était un peu son exception. Du coup, il fait des films quand même plus proches de Rebelle pour toi, qui est très érotique. Il y a des sujets très, ouais, très crus. Genre, bon, Alors, les valseuses, j'ai juste vu un extrait dans le métro et je me dis que c'est quand même différent, quoi. oui, Par alors exemple. pour le coup, là où je reprends ce que tu dis, c'est que donc effectivement, celui-ci n'est pas un film drôle, même si encore une fois, il y a encore des passages où on reconnaît sa patte, c'est ce que je disais à Lucas juste avant, sur les dialogues, sur quelques situations un petit peu loufoques, mais son style se rapproche un petit peu plus de Buffet froid d'habitude, où il va prendre, on va dire, et c'est là aussi où moi je lui trouve certaines connivences avec Quentin Dupieux, qui est un autre réalisateur que j'aime beaucoup, évidemment dans toute autre mesure, mais je veux dire, là il y a une similitude, c'est que ces deux hommes arrivent à prendre des situations un petit peu banal etc. Et y ajouter un côté absurde et aller à fond dans cet univers-là. Je pense par exemple du coup à Buffet froid où ça va dans tous les sens, mais du coup l'autre qui est vraiment un bon exemple de ça, mais aucun de vous deux l'a vu, du coup c'est vraiment notre histoire avec Alain Delon où on part juste de de ce pitch de base où c'est un garagiste dépressif qui tombe amoureux par hasard d'une fille dans le train. Et en fait le film va nous emmener mais n'importe où dans des directions complètement folles. Il y a des scènes où là Lucas pourrait parler de cette espèce de longueur qui dure presque 20 minutes où ça va toujours plus loin et au bout d'un moment, on est en mode, ah bah là, on est presque essoré, donc, enfin, on n'est pas essoré, on est rassasié, on n'en peut vraiment plus. On est presque écœuré par ce qu'il montre d'absurde. Et je trouve que ce film-là était vraiment différent, mais ce film-là est plutôt une exception parce que Bertrand Blier, moi, pour en avoir vu un paquet, ils ressemblent presque plus tous à Buffet froid qu'à celui-ci. Hein. Et moi j'aimerais Pareil. juste, ouais, pardon, Oui. j'aimerais juste, alors déjà deux trucs. Pour Guillaume, moi j'ai un peu retrouvé du Godard, du mépris avec l'utilisation de la musique. Parce que Oui, on en parlera là-dessus. ouais, la musique, voilà, sans donner mon avis dessus, elle est très omniprésente, comme dans la musique de, comment il s'appelle, Delerue, je crois qu'il s'appelle le compositeur du mépris. Donc voilà, ça c'était juste un petit point. Et moi, ce que je veux dire, je pense pas que c'est une comédie, mais je pense que c'est un film qui veut quand même faire rire. Et je m'explique pourquoi. Il y a effectivement ce côté pathétique, hein, ça on est pas du tout pathétique, pardon, tragique, comme je l'ai dit, sur cet homme un peu internel, insatisfait. Enfin, ça se voit que c'est quelque chose qui le ronge. Tu vois, ça pour le coup, c'est indéniable. Maintenant, je trouve qu'il y a quand même énormément de pas de tempo comique, mais de situations comiques sont mises. Rien que Oui. le pitch du film, enfin le pitch du film, c'est de prendre un peu à contrario le film un peu de tromperie où en gros le mec est attiré par une moche. Enfin, c'est dans le titre et c'est vraiment Oui, oui. surappuyé, donc c'est quand même quelque chose de Et drôle. c'est même sur l'affiche aussi. C'est sur l'affiche aussi. Hein. Je sais pas si Je me vous rappelle avez plus vu de à quoi ressemble l'affiche, l'affiche, mais je mais l'ai vu, mais je me rappelle plus. Julian Balasco avec un peu des dessins un peu dessus faits à la main presque pour voilà, mettre en avant ce côté où elle n'est pas forcément jolie et représentée de façon jolie dans le film. Quoi. Et voilà, donc pour moi, c'est quand même un film qui veut faire rire. Enfin, qui a des tempos comiques. Et moi, c'est là où ça me perd parce que du coup, cette blague parce que c'est quand même une blague, même si effectivement c'est traité de manière un peu
tragique, on va dire, qui m'épuise parce que du coup, en fait, une fois qu'on a balayé le fait que, ouais, elle est moche, c'est tout simplement, je suis en mode, qu'est-ce qui m'apporte de plus sur le récit? Et c'est là, en fait, où je décroche. Mais après, je comprends totalement que c'est complètement personnel et que si on accroche à ça, si on raccroche les wagons, bah le film on adore quoi. Enfin tout simplement pour le coup que les gens pensent pas que je dis que c'est un mauvais film ou quoi. Parce que vraiment c'est pas le cas. En fait, Hein. moi, je comprends pas comment tu peux interpréter ça comme une blague. Enfin, genre, il y a aucun moment où ça a voulu utiliser comme un ressort comique, non? Le fait qu'elle soit pas très belle. Bah c'est quand même, elle est hyper maquillée. Enfin Balasco, elle ressemble pas à ça normalement déjà. Donc déjà s'ils l'ont enlaidi, c'est qu'il y avait Oui, forcément et Carole Bouquet a été rendue magnifique et aussi avec Carole cette Bouquet, elle est rendue, expression elle est d'absence. C'est presque, un ange on à des dirait moments, presque, quoi. c'est exactement ce que j'allais dire, elle est presque divine, un ange. Donc c'est qu'il y a forcément une notion d'opposition, surtout que en plus c'est quand même traité, alors je me rappelle plus, mais de souvenirs, est-ce que c'est pas un peu traité comme une anomalie, ce truc de à l'intérieur du film, je parle, parce que j'ai quand même Ah, l'impression qu'elle est reconnue comme moche même par les gens extérieurs, de souvenirs. bien sûr que si. Oui, Oui, voilà, on est c'est d'accord. Donc pour tout moi le problème c'est du film, c'est ça, c'est ce choix qui surprend. On te voilà. dit, mais ce gars a la vie dont tout le monde rêve, il a la femme dont tout le monde rêve, et pourtant, mais qu'est-ce qu'il va faire avec cette fille qui est moche, quoi, qui est toute simple? Et du coup, là où je voulais en venir, c'est que moi, du coup, sur le côté dramatique, on va dire, mais peut-être que du coup, je suis trop habitué au blié comique, je le trouve moins pertinent. Et c'est-à-dire que les moments où vraiment ça me saisit, c'est les moments où Blié fait du Blié, c'est-à-dire du dialogue. Moi, vraiment, la scène qui m'a marqué, c'est pas un spoil, puisque c'est, je crois, au premier tiers du film, c'est la scène Oui. avec le gamin qui écoute la musique de son cours de musique. Et Depardieu pète un câble et fait une vraie tirade. Pour moi, c'est une vraie tirade à la Blié, on va dire, comique. Et là, pour le coup, c'est là où j'étais en mode, là, il touche quelque chose. Parce que du coup, là, à ce moment-là, donc c'est pour ça que c'est vers le début du film, c'est pour ça que ça me touche. Bon, et la scène de fin, mais ça, j'en parlerai pas. Là, je suis en mode, j'ai l'impression qu'il maîtrise vraiment son sujet avec son style à lui, tu vois. Et là, je retrouve quelque chose de, on va dire, pinçant. Et là, ça me parle plus. Mais du coup, c'est vrai que tout ce qui se passe après, j'ai quand même l'impression que on est sur le même. Alors, peut-être pas comique de situation si c'est pas interprété comme une blague tout le long, mais sur la même situation, le même ressort de situation. Et que du coup, bah, effectivement, moi, ça me lâche un peu, malheureusement, en route. Et surtout Ouais. que ça dure 1h20, quoi. C'est ça qui, à chaque fois, me pose problème avec Blié, c'est que ça dure 1h20. Et pourtant, j'ai vraiment pas l'ennui facile au cinéma, pour le coup. Mais là, effectivement, ouais, avant la fin, ça me sort du truc, quoi. Ouais, c'est même pas de l'ennui, c'est plutôt que tu décroches, quoi. Là, pour le coup, c'est pas l'ennui, c'est vraiment qu'on Oui, décroche de son univers. On est plus. Parce qu'on, les gens diront, on peut pas s'ennuyer devant ce film-là. C'est plutôt, on en décroche, quoi. C'est un oui, univers, oui, on est à voilà. l'intérieur dedans, on est chopé, ensuite on en sort. Guillaume n'en est pas sorti, donc Oui, c'est bah, bien. Guillaume, si tu pouvais peut-être entrer en détail sur ce qui t'a plu. Donc c'est évidemment ce style qui t'avait pensé à Jean-Luc Godard, etc. Est-ce que c'est les acteurs? Qu'est-ce que vraiment tu retiendrais de plus dans ce film? Si tu devais le conseiller à quelqu'un, qu'est-ce que tu lui dirais principalement qui t'a plu dedans, toi? Ok, alors déjà, j'ai envie de reprendre un peu ce qu'a dit Lucas, genre, parce que je trouve ça marrant, du coup, parce que moi aussi j'ai beaucoup aimé la scène du piano, mais moi j'ai pas du tout interprété ça comme quelque chose du ressort comique. ah ouais, moi, j'ai éclaté de Mais rire devant, pour le coup. ah oui, Ah, j'ai carrément, t'as adoré. éclaté, Ah non, mais ok. vraiment, moi j'étais en mode. Ah là vraiment. En fait, je pense que un ressort comique que j'adore, c'est vraiment les gens qui pètent des câbles et tu sais, qui disent tout ce qui leur passe Ouais. par-dessus la tête et que ça devient débile. Genre là, c'est vraiment en mode. Mais pourquoi il y a ça au programme? Enfin, je crois que c'est une vanne comme ça. Genre, pourquoi il y a ça au Ok, programme? Oui, je oui, vois. c'est là, c'est ça. Mais moi Et aussi, genre là, je j'ai suis en beaucoup mode, mais aimé le mec ce. est tellement névrosé en fait par sa vie à côté que le mec dit n'importe quoi. Et là, vraiment, moi, c'est là pour le coup, j'ai vraiment rigolé premier degré. Genre, j'étais dans mon salon, enfin, j'étais tout seul quoi, donc j'avais pas intérêt à rigoler pour faire semblant quoi. Ah, c'est marrant. Mais là, pour le coup, ouais, Parce et que, c'est peut-être ce qui m'a induit en erreur sur le reste du film parce que du coup, en fait, je rentre dans le film, il y a ce ressort, on va dire, de elle est moche et machin. Je dis, ah bah ok, c'est marrant parce que c'est pris un peu à dépourvu. J'ai cette scène qui arrive dans les débuts du film qui me fait vraiment rire. Et après, bah, j'ai plus ça en fait. Après, j'ai juste, ça réutilise un peu la situation, mais de manière en plus avec cette musique à fond derrière moi, effectivement, c'est pas le ressort que je préfère. Mais bon, Ouais. ça peut marcher par exemple dans le mépris, et pour moi, ça marche très bien. Parce que justement, je rentre peut-être un petit peu plus avec ce qui se passe, ce côté un peu tragédie, de manière un peu plus, on va dire, un peu plus, pas sérieuse, parce que du coup, vous l'avez interprété très sérieusement dans ce film, mais on va dire, moi, par rapport à mon ressenti, je le sens vraiment un peu plus sérieux, voilà, dans le mépris, que là, du coup, la musique, j'étais plus en mode, ça appuie un peu trop quelque chose auquel j'arrive pas à adhérer. ok, c'est marrant. Très bien, bah écoutez. Est-ce que on poursuit ou vous voulez encore dire un peu ou je vous donne un avis de façon plus générale, etc. Non, Je non, mais attends, rétablis, comment dire. moi j'ai envie de donner mon avis aussi. Enfin, Ah bah continue, je vais pas continue, croire. justement, je vais te lancer, Ouais. dis-nous.
Ok, ok. Alors déjà, du coup, je voulais reprendre du coup la scène du piano parce que moi, ce que je trouve marrant du coup, c'est que c'est plutôt le ressort dramatique qui m'a vraiment marqué. Parce que pour moi, l'utilisation de la musique qui torture du coup Depardieu et qui lui fait péter un câble, c'est un peu comme un instrument de torture dans le film. Parce Ouais. que Ouais, clairement. à chaque fois que la musique a été utilisée, c'est pour tourmenter les personnages, comme si ça mettant, comment dire, comme si ça faisait ressortir leur âme, tu vois. Et Ouais. on peut voir aussi avec le personnage de Balasco ou son mari, je crois que c'est son mari ou son amant, Son je sais copain, pas. c'est son, ouais, c'était une sorte de, Pas, ouais, pas son, ils ont c'est pas quoi, l'air mariés. non, Ouais. non, ils sont pas mariés dans le film, Lucas, non, c'est ça, c'est son copain du moment. Non, Lucas a vu le film il y a 3 semaines, il s'en rappelle. non, mais alors moi, non, bah, moi, j'ai pas revu le film, mais non, non, il me semble que non, c'est qui est d'ailleurs incarné par François Cluzet dedans. Oui. Oui, Ok. Non, Bah je en tout pense qu'il cas, joue son copain du moment, son amoureux du moment, je le crois. parrain de ton fils, quoi. Exactement. ouais. Bah du coup Cluzet s'amusait à la torturer avec la musique du coup. Ouais. Oui, Et ça c'est vrai. je pense que c'est très pertinent de voir comment la musique est utilisée dans le film. D'habitude, j'aime pas trop quand il y a trop de musique comme ça, qu'on se fait envahir par ça, mais le fait d'utiliser quand même, tu vois, la musique classique qui est de, je sais plus, C'est Schubert. Chopin ou C'est Schubert, je crois. Ah, Schubert, c'est ok. Schubert, c'est Schubert. Ouais, C'est je vais en reparler plus tard, dans mais la oui, c'est réplique, Schubert. ouais. Bah, la musique de Schubert, par exemple, comme quelque chose qui, je sais pas, envahit les personnages, envahit les salles, genre, Ouais. il y a une Ouais. sorte de tension aussi. Je sais plus si vous avez entendu l'effet, ça fait ta 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 quand il y a un Ah, personnage mais qui dit un truc un peu. pour moi, je dirais un peu dans la conclusion après, mais en fait, c'est presque un personnage, même, Ah bah clairement. cette musique. C'est un personnage du film, c'est le personnage invisible qui va donner le ton, qui va rendre les scènes d'une certaine façon, etc. Et d'ailleurs, on le voit bien avec la dernière partie du film, voilà, c'est pas un spoil spécialement, mais vous verrez la dernière partie du film où voilà, le personnage ce personnage invisible a son importance aussi, quoi. Bah clairement, Ouais, voilà. moi ce que j'avais noté, je l'avais mis dans les points positifs, même si effectivement, un peu comme disait Guillaume pour d'autres films, moi je l'ai ressenti sur celui-là, que c'est vrai que c'est vraiment au bout d'un moment, quand tu décroches, en fait c'est juste saoulant. Mais par contre, je l'avais clairement noté, ouais, comme un reflet en fait du drame, du mélodrame entre guillemets, mais qui est présent et surtout qui colle à la peau de ces personnages en fait. Que finalement ça les enferme dans justement une sorte de dramaturgie permanente et qui accroche un peu comme une sangsue le personnage de Depardieu principalement quoi. Hmm. Ouais, je vois. Après, moi, enfin, je pense que le point que j'ai le plus aimé, c'est peut-être les trouvailles du film, parce que bon, j'ai aussi quand j'avais vu les Buffets Frost, c'est un truc qui m'avait bluffé, mais c'est quelqu'un de très créatif, Oui, Beer. Ouais, ah oui. bien sûr. Vraiment, Il y a toujours une genre, idée que personne n'a eu avant lui, et des fois ça paraît presque simple comment est-ce qu'il enfin, ne serait-ce que dans les tirades de ses personnages, quoi. Tout s'enchaîne tellement bien, tout est tellement bien foutu, et c'est bah, vrai en à chaque fait, fois, effectivement. Ouais. au début, j'ai eu peur parce qu'il pompait un peu trop Godard, justement, avec. Enfin, moi, il y a un truc qui m'énerve un peu, c'est dans les films de la Nouvelle Vague, les personnages qui sortent des sortes d'aphorismes sur la vie, genre, ah ouais, les hommes, ça n'aime pas les femmes, qui aiment Oui, pas, Ouais, les enfin, grandes ce genre de tirades quoi, choses. oui. Ouais, moi, voilà, ça me fait souffler un peu, mais après, quand ça se met à, je sais pas, genre, je me rappelle quand il y avait Cluzet qui était en colère, et puis tout d'un coup, il y a Bouquet qui rentre dans la pièce avec ouais. Cluzet, qui lui parle comme si c'était un mannequin. Enfin, ça, je trouvais ça très beau. Et ce genre de truc. Il y avait un plan qui avait beaucoup marqué aussi, c'était au début, quand il y avait, du coup, le personnage de Bouquet. Elle s'appelle Florence, du coup, qui est la Oui, c'est femme ça. de Depardieu. Elle rentre dans son bureau. Elle parle de Depardieu et du coup on voit Depardieu au fond en train de lui parler et dans le reflet de la vitre il y a le visage de Balasco qui regarde la scène. Oui. Bon, je le décris Ouais. très mal la scène, Non mais mais je m'en rappelle, ouais. j'aime beaucoup l'utilisation du reflet dans les miroirs et je sais pas, genre, enfin si jamais vous voyez le film, je pense que ça va être un plan qui va un peu vous marquer. Et un autre truc aussi que j'ai beaucoup aimé, comme trouvaille du coup, c'est peut-être l'inversion du code, ben du coup qui est un scénario qui est quand même très éculé, c'est la tromperie, le triangle amoureux, enfin tout ça, ça m'emmerde un peu. Mais le fait de, mais le fait Ah, de, mais c'est joliment dit, c'est très bien dit sur ça, il a raison. moi ça m'emmerde. Je pense que ça emmerde beaucoup de monde, mais voilà. Ouais, il est Mais je porte-parole, pense il est que du coup, porte-parole d'un message. c'est ça, vraiment, moi je dénonce les choses, personne n'ose En le même temps, dire, voilà. les infidèles avec du jardin, c'est pas pour toi quoi. Finalement, Ah oui, oh Et- putain, lui. ah oui, oula. Moi j'avoue que je le verrai sûrement jamais, mais ok. je pourrais je pourrais te Alors spoiler la que fin si tu veux. Chronique d'une liaison passagère, là, Oui, c'est encore une fois une façon de gérer oui, avec originalité ouais. une tromperie, quoi. Oui, je suis Bon, bref. Ouais, complètement c'est d'accord. ça. Et tu l'as pas vu celui-ci, non? Non, je Et crois pas que Guillaume? je l'ai vu.
C'est de Non, qui? non, bah, Bah, c'est très bien. de Emmanuel Mouret. D'Emmanuel Mouret, Ah, justement. C'est pareil. ah, C'est aussi une façon de traiter de façon audacieuse, voilà, exactement comme tu dis. Ça peut être des fois emmerdant. On l'a beaucoup vu au cinéma, voilà, les tromperies, les relations de tromperie, etc. Bah, voilà, Blier l'a très bien traité ici. Emmanuel Mouret aussi, Ouais. dans un tout autre registre. Ouais, c'est Voilà. vrai, je suis Je te laisse d'accord. continuer, Guillaume. bah, du coup, d'utiliser ce procédé, enfin, oui, ce postulat de base, pour déjà inverser le rôle de la maîtresse et de la femme, parce que d'habitude, c'est la femme qui est pas très belle et la maîtresse qui représente un idéal, une perfection de la beauté. Ouais. Et là, c'est l'inverse, du coup. C'est comme s'il avait déjà atteint son objectif et du coup, il est, on va dire, fasciné par. Bon, c'est pas. Bon, en vrai, on s'en fout, c'est un connard, mais pour moi, c'est quand même. Il est pas beau, quoi, Depardieu. On va dire que c'est quelqu'un de moyen dans le film et le fait qu'il soit plutôt obsédé par une femme de son niveau, entre guillemets, qui est Balasco. Je trouvais ça très intéressant d'être. Et Comment dire, est-ce que, juste pour rebondir, est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que de souvenir, Depardieu à l'époque, c'était quand même considéré comme un peu presque un don Juan, quoi. À chaque fois quand il joue dans des films, Ah ouais, bah, de souvenir. oui, c'est vrai. Mais est-ce que Bah après. oui, il a toujours des rôles. Oui. Et pour moi, il a toujours des Oui, rôles un c'est vrai. peu du mec C'est cool. c'est vrai, mais ouais, mais c'est dû à son charisme plutôt qu'à son physique. Et là, dans le film, c'est comme un béné. Enfin, enfin, il a pas de charme, quoi. Bah, je Enfin, sais je pas, parce trouve. qu'il est quand même Après, montré, tu sais, comme un patron, donc quand même un homme de pouvoir, tu vois. Oui, C'est pas non mais plus un total. C'est pas un là où raté, Guillaume quoi. a raison, c'est que plus le film avance, plus tu vois Ah qu'au oui, ah, ça par final, contre, oui. cette Oui, oui. personne n'est pas. Mais oui, effectivement, au début, Au mais c'est début, moi, je ça que veut parlais, dire hein. aussi Guillaume, c'est que oui, au début, effectivement, c'est le gars qui a la vie de rêve, qui a l'air Ah oui, d'être oui. parfait, qui est bien à sa place, etc. Au final, on se rend compte que le mec, c'est un gros insatisfait, que finalement, sa personne n'est pas si dingue que ça, que c'est effectivement un peu un bonnet, etc. Et là où je rejoins Guillaume, c'est ce que tu voulais dire, Guillaume, que c'est au fur et à mesure du film qu'on le perçoit comme ça, ou dès le début, toi, tu trouves qu'il était déjà présenté En vrai, dès le début, il était. Enfin, Ah, bon, bah. je trouve que son personnage a pris du temps un peu à se mettre en place, on va dire. Et que c'était plutôt centré sur les deux personnages féminins. Et je sais pas, pour moi, c'est un personnage qui a, depuis le début, a été lâche, un peu, enfin, très empathique envers les deux femmes, mais bon, c'est Ouais. pas. Bah, Voilà, quoi, je suis pas ébloui par sa prestance, quoi. bah, Et je pense pas que Ouais. c'était le film. pour moi, ce que tu disais, c'était aussi un peu dans le ton du film, c'est-à-dire qu'en fait, bon, on va pas dire que Blier est un grand féministe non plus, mais que c'est quand même cette image qui est montrée, quoi, que c'est vraiment tout tourne autour des hommes qui sont insatisfaits et les femmes dans le film subissent, en fait, tout simplement. Genre Oui, que oui, ce soit c'est la ça. femme, l'amante, enfin, oui, c'est ça, la femme et l'amante, et chez les mecs, que ce soit le personnage de Cluzet, alors de souvenir, qui est quand même assez chiant, quoi. Ouais, mais Pas le qui personnage. souffre aussi de la Oui, oui, situation, non, quand même, le non, personnage oui, accusé. oui, non, mais je veux Mais dire, oui, c'est effectivement. lui qui, à chaque fois que de souvenir dans les conversations avec sa femme, c'est un peu lui, c'est un peu pas de relation de pouvoir, mais cette relation un Ouais, petit peu de, c'est pas du pouvoir, mais que c'est lui qui exprime, on va dire, plus son mal-être et qu'on s'intéresse pas trop à celui de la personne en face, quoi. Et bon, Depardieu, j'en exactement. parle Ouais. même pas, puisque c'est, et ça, je trouvais ça plutôt intéressant pour le coup. Ouais. Non, mais effectivement. Ah ouais. Bah écoute, en tout cas, ouais, c'est bien parce que même pour la chronique après que j'avais préparée, moi je pense pas que Guillaume avait tant aimé que ça, donc il a évidemment soulevé pas mal de points que j'avais soulevés et que j'avais écrits également. Mais Ah enfin oui. voilà. Ouais, donc t'as pas de chronique, Mais quoi. non, mais non, mais. Ah non, mais si, si, si. Pour le coup, voilà. La Moi, magie c'est de Sylvie, que. désolé, Voilà, bravo, désolé, je vais bravo. Non, non, mais exactement. De gâcher la. toute façon, ça va être redire en. Vu que j'avais écrit Oui, en oui, synthétisant un vas-y, petit peu tout attends. ça, et puis voilà. Non, mais on peut dire que voilà, effectivement, moi, de façon générale, ce qui m'a plu, même si j'ai pu un peu échanger avec vous, c'est un petit peu comme d'habitude avec Bertrand Blier, c'est cet amour et cette façon de mettre en avant les acteurs. Alors évidemment, Gérard Depardieu, voilà. Effectivement, même si aujourd'hui, on peut en penser ce qu'on veut de Gérard Depardieu, qui, voilà, n'est pas forcément n'est pas un humain appréciable, mais en tant qu'acteur, il a vraiment été exceptionnel au cinéma français, notamment pour Bertrand Blier, donc c'est l'un des acteurs fétiches de Bertrand Blier, mais on le voit un petit peu partout. Et c'est vrai que dans ce film-là, il arrive à être encore différent de d'habitude, où même si à quelques moments on retrouve un petit peu le Gérard Depardieu de Bertrand Blier, qui est assez exubérant, qui gueule un peu partout, qui se lance dans des tirades un petit peu folles ici, assez folles tout le temps. Là, dans ce film-là, quand même, je trouve que moi, sa performance, elle est quand même assez contenue. De façon générale, il a un personnage qui est presque gêné, son corps trahit un petit peu la honte du bonheur qu'il a. On le voit maladroit, on le voit toujours tiraillé, comme s'il savait pas prendre de décision, alors que c'est un patron, et c'est là tout ce qui est un petit peu le truc paradoxal. Voilà, tiraillé entre le devoir conjugal et puis la liberté amoureuse. Et puis à côté de ça, on a Josiane Balasco quand même, qui
accapare presque tout, qui est touchante, qui est juste, qui incarne la sensualité qu'on n'attend pas, puisqu'elle est présentée comme une personne qui est moche dans le film. Voilà. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais c'est vrai que c'est vraiment la façon dont elle est présentée. Ah oui. Lucas l'a assez dit. Et puis à côté, en plus, comment le montrer encore plus? Parce qu'on a Carole Bouquet qui, elle, on disait, c'est presque un ange. Elle est belle à en être irréelle. Elle est distante, elle est inaccessible. Elle est le rêve de tous les autres hommes autour du film. Il y a même pas mal de scènes marrantes où les mecs disent, mais attends, mais comment est-ce qu'il peut aller ailleurs alors qu'il a cette femme-là, etc. Elle n'est pas l'image de la femme. Non, elle n'est pas l'image de Jésus. Elle est l'image. Elle n'est pas la femme. Elle est ce que les gens rêvent et c'est pas vraiment. C'est un truc qui n'existe pas. C'est vraiment le rêve et le fantasme pur de la femme. Et c'est un peu ce que dénonce Blier en la présentant elle. Et puis, comme on disait aussi avec Guillaume, il y a aussi un personnage qui, pour moi, est le personnage que je préfère dans le film. Et ben, c'est la musique qui est le personnage invisible parce que l'utilisation de la musique classique, donc il y a Schubert, mais il n'y a pas que lui également, mais moi, c'est plutôt celle de Schubert que je retiens, qui, voilà, est là pour vraiment souligner tout ce qui est une sorte de décalage entre la banalité de certaines scènes, on va dire, qui peuvent être assez simples, et puis l'intensité qui est mise par les paroles qui sont mises, par les sentiments, par l'importance de certains moments. Et voilà, donc Blier, il fait de la musique un personnage invisible qui envahit les moments les plus prosaïques et transforme une salle d'attente ou un repas fat, je ne sais pas si vous vous rappelez, en opéra intime, quand il y a cette espèce de repas où il ne se passe pas grand-chose et au fond, finalement, on est porté par une musique, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Est-ce que le mec, l'ingé son, s'est pas trompé de scène en la mettant? Et au final, non, c'est un petit peu la beauté de ça. Et également, c'est là où moi je rejoins un petit peu Lucas sur toi ta perception des choses, c'est que parfois, on ne sait pas si c'est un film pour rire ou pour pleurer, surtout si on le regarde sans trop savoir. C'est pour ça que toi, Guillaume, tu l'as pris en film pas du tout drôle et que Lucas, connaissant l'univers, t'as rigolé à des moments. Moi, c'était un peu pareil que toi. C'est qu'à des moments, je me dis, ouais, j'ai envie de rigoler, mais d'autres moments, le film m'a touché, mettait presque les larmes aux yeux. C'est une déclaration d'amour improbable, je dirais. Et puis c'est surtout, pour moi, l'idée, qui est évidemment montrée dans le film et qu'on a souligné aussi, qu'on choisit quelqu'un presque par convenance sociale et que Bernard, lui, il a choisi Colette pas pour son apparence, mais parce qu'elle incarne. Et c'était un petit peu le fait de mettre en avant la liberté de faire ses choix et de ressentir sans forcément se justifier, même si les gens ne comprenaient pas. Et j'avais écrit une petite phrase parce que moi, je trouvais que vous n'alliez pas aimer tous les deux, mais du coup, elle va s'adresser qu'à Lucas. Du coup, Lucas, je disais, j'avais anticipé ton retour et j'avais juste envie de te dire que ce film est peut-être juste trop beau pour toi. Voilà. Et merci. Waouh, le clash. Putain. Alors, juste, je répondrai juste à ça par j'avais anticipé ton retour, c'est juste parce que je t'ai dit mon retour en fait dès que j'ai vu le film, donc t'as pas anticipé Non, mais grand moi, je chose. croyais que Guillaume n'avait pas aimé non plus, donc Ouais. j'avais prévu de dire, j'ai envie de dire que ce film est peut-être juste trop beau pour vous et que c'est pour ça que, mais finalement, il est juste Non, trop beau mais- pour toi, Lucas. Honnêtement, je pensais que j'allais pas aimer non plus, mais Ouais. ok. Moi, je pensais que j'avais pas trop aimé et voilà. Non, mais en Non, tout mais cas, merci enfin- Ethan, très très bonne chronique, voilà un petit peu pour resituer le film et voilà comprendre un petit peu plus ton rapport à ce dernier. Franchement, pour un début, moi je trouve ça très bien. Je vais pas vous mentir. Oui, après t'inquiète, même si tu l'aimes pas, je te gardais quand même dans l'équipe. Hein. C'est toi qui fais le montage, donc je te garde dans l'équipe même si t'aimes pas la chronique. Oui, et- Surtout qu'en plus, c'est pas terminé parce vous m'avez entendu pas, mais il y a aussi une chronique pour aller un petit peu plus loin où là, par contre, ça va être un petit peu plus interactif parce que du coup, un petit jeu. au-delà de ça, d'aller plus loin, non, au-delà d'un petit jeu, c'est que voilà, peut-être que vous savez, mais est-ce que vous savez quel prix a reçu ce film? Parce que ce film-là, il a quand même reçu pas mal de distinctions. Est-ce que vous savez lesquelles ou pas? Meilleure actrice, non? Alors oui, meilleure actrice, mais pas pour Josiane Balasco, pour Carole Bouquet. C'est Carole Bouquet qui a eu En second rôle, du coup le César ouais, exactement, en second rôle, elle a eu la meilleure actrice. Mais c'est pas que ça, il a eu 5 Césars en tout, donc dont celui-ci. Ah bah il a pas eu meilleur film. Il a pas eu meilleur film. Il y a eu meilleur film, surtout, Ouais, voilà, c'est ça. meilleur film, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario original et meilleur acteur pour Gérard Depardieu. Ouais, il a tout eu, en Il a fait. eu une autre distinction. Il a eu, bah non, parce que finalement, Jeanne Balasco, elle a pas Ouais, eu à part le Jojo, truc quoi. pour meilleure actrice. Non, jusqu'au bout, quoi, la pauvre, elle a pas eu ça. Alors que pourtant, je pense que c'est vraiment le meilleur rôle de sa vie, pour le coup. Et pareil, il y a eu un autre prix, parce que Bertrand Blier est aussi un habitué quand même du Festival de Cannes. Il n'a pas eu la Palme d'Or, Bertrand Blier, mais il a eu un prix à Cannes. C'est le grand prix du jury Ah pour oui, ce film-là. Pas de la Donc merde. voilà, quoi. donc en 1989. Alors surtout, pas de la merde, non, c'est sûr. Bah non, mais quand même, en même temps, ce film est bien, quoi, non? Par contre, Je sais pas, moi je trouve que. Ethan, je te corrige, Carole Bouquet, c'est César de la meilleure actrice. Hein. C'est pas pour second Ah, c'est rôle. meilleure actrice? Bah Oui. pourtant j'avais noté second rôle. Bah Non, écoute, second- d'accord, meilleure second actrice rôle carrément. cette année, elle s'appelait Suzanne Flon pour La Vouivre. Et alors, est-ce que notre amie Josiane Balasco était elle-même nommée, était nommée dans. effectivement contre Carole Bouquet. Et il y avait également D'accord, bah, Sandrine Bonner pour Monsieur Hir, Emmanuel Béard pour Les Enfants du Désordre et Sabine Azema pour La Vie et rien d'autre.
D'accord, bah écoute, merci le fact-checker. Ouais, Euh, je suis un petit peu en backstage pour. Ah, non, non, mais. et ça va te plaire, César du meilleur espoir masculin cette année, c'était pour Yvan Attal, pour Un monde sans Ah, pitié. Voilà, c'est la eh petite ben, tiens, bon, bah écoute, anecdote pour conclure. la belle. Eh ben, en parlant d'anecdotes, justement, dans Rétrospect Film, on a eu l'habitude de vous parler un petit peu d'anecdotes de tournage, etc. Il n'y en a pas énormément d'intéressantes pour celui-ci, mais j'en ai quand même trouvé une scène qui a été assez marquante. Est-ce que vous vous rappelez, bon, Guillaume, tu l'as vu il n'y a pas longtemps, mais Lucas, j'espère que ta mémoire ne va pas te faire défaut. Est-ce que vous vous rappelez tous les deux de la confrontation, la première, la confrontation vraiment la plus importante entre Florence et Colette, donc Carole Bouquet et Juliane Balasco, dans un motel? Oui. Ah ouais, quand elle était à poil dans le lit, là. Enfin, ça vous. Il y a un truc, Oui. le moment où elles se croisent toutes les deux dans ce motel-là. Et ben, dites-vous que. Ah. Donc, Lucas, t'as dit quelque chose aussi Oui, ou pas? oui, moi c'est bon. Oui, ça a été bon. Alors, du coup, dites-vous que cette rencontre a été assez éprouvante pour Josiane Balasco. C'était quand même une scène assez forte qui devait être un point important du film, cette rencontre entre ces deux personnages-là. Et alors, en fait, Balasco, pour se détendre, elle a demandé une vodka avant de tourner cette séquence. Donc voilà, qui a du coup finalement duré toute la journée. Donc, elle s'est bu une bonne petite vodka avant cette séance, scène, voilà, pour se détendre. Voilà, vous avez un avis sur cette anecdote? Elle est marrante. Bah, il était complètement torché, quoi. Bah non, mais l'anecdote est marrante. Enfin, je sais pas, moi, je me dis, c'est marrant. La pire anecdote que j'ai entendue. Mais non, mais c'est des petites anecdotes de rétrospective comme ça, voilà, vous le savez pas, moi je vous dis ça, voilà. Si vous voyez le film, vous penserez à ça, vous penserez à la petite vodka. Juste Ethan, Ouais, elle a bu de l'alcool. Non, mais elle a demandé, elle a fait une demande, elle l'a bu avant pour être détendue, voilà. ouais, il y avait un midi bar sur le tournage, quoi. Bon. Non, mais alors, en tout cas, pour terminer de façon plus sérieuse, moi, quelque chose que je trouve toujours important avec les réalisateurs, c'est de connaître un petit peu leur relation avec chacun des films, notamment Bertrand Blier. Alors, pour vous, qu'est-ce que vous pensez que Bertrand Blier pense de ce film? Est-ce que vous pensez qu'il en est fier ou pas? Bah, je suppose que si tu dis ça, c'est qu'il en est pas fier, quoi. Alors bon, c'est un peu. Bon, en tout cas, merci pour les réponses. Vous avez vraiment beaucoup de. Vous avez l'air content de répondre, hein. On voit l'heure à laquelle Non, moi, on enregistre. moi je suis encore sur les anecdotes. En fait, je me suis dit que t'as dit qu'une anecdote et c'est celle-là, quoi. Il y en a qu'une. Ah non, il y en a qu'une, les autres n'étaient pas assez intéressantes. Mais pour moi, celle-ci était marrante. Celle-là, Donc, visiblement, non. donc ça, c'était le Graal, quoi. Bah, moi, c'est celle qui me. Bon, bref. Donc, je vous disais, donc Bertrand Blier, il a une relation assez particulière avec Trop Belle pour toi. Alors, il a dit dans pas mal d'interviews, mais dans une, par exemple, accordée à Télérama, il a dit qu'il ne savait pas raconter pleinement une histoire plate, qu'il l'avait fait une fois avec Trop Belle pour toi et qu'il voulait plus jamais le faire. Donc voilà, pour lui, il a toujours dit que raconter une histoire amoureuse, c'est un truc qui l'emmerdait profondément et que c'est pour ça qu'il avait réussi à trouver un petit peu de parade pour le raconter d'autres façons. Mais que voilà, ça lui avait pas donné envie d'en faire d'autres, même s'il trouve quand même qu'il est content d'avoir fait ce film, qu'il a été vraiment formidable pour lui, sa carrière. Et surtout, voilà, on en parlait, Bertrand Blier est quand même connu pour écrire des dialogues entre personnages masculins. Là, pour une fois, il s'est essayé avec des dialogues féminins, pas mal, parce que les femmes, il est plus question pour moi des femmes que de Gérard Depardieu dans ce film-là. Et c'est plutôt réussi de ce côté-là. Donc voilà, enfin je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve que de ce côté-là, pour le coup, c'est bien écrit. Les dialogues féminins sont bien écrits. Bah, il y a beaucoup de scènes, oui, effectivement, très. Il y avait peut-être aussi dans Merci la vie de souvenirs. Il y a pas mal de scènes où ces deux femmes ensemble, c'est. Ouais, bah, exactement. Bah, alors du coup, c'est bien parce que Lucas, c'est la transition de tout trouver. Ah, bah, J'allais vous demander, je bosse selon pour le vous, podcast, dans quoi. sa film, du coup, Guillaume connaît moins la filmographie, mais toi, Lucas qui la connaît bien. Quel est le film dont Bertrand Blier est le plus fier? Eh bien, c'est Merci la vie, dont il est le plus fier et qui est pourtant un de ceux que j'ai le moins aimé, parce que Bertrand Blier a toujours eu ce rêve de refaire les valseuses, mais de façon féminine, et pour lui, il l'a totalement réussi avec Merci la vie, ce qui n'est pas totalement faux dit comme ça. Oui. Mais est-ce que vous savez le film dont il est le moins fier de sa carrière? Ah, est-ce que c'est un truc qu'on connaît ou c'est un truc que personne n'a vu, Oui, quoi? Lucas, tu le connais. Lucas, c'est un film que tu connais et que tu as vu. Qu'est-ce que ça peut être? Ah, Calmos, peut-être? Exactement, c'est Calmos donc voilà, donc c'est un film qui pour lui, il a voulu faire un truc assez provocateur et dans son époque, et aujourd'hui il trouve que le film ne passe plus du tout et n'est plus du tout dans ce style-là. Ce qui est pas beau parce que c'est un film complètement machiste, etc. Mais au final, il y a plein de ces films qui sont comme ça, donc ça nous choque pas tant que ça par rapport au reste de son univers. Lui, par contre, trouve que c'est vraiment l'un de ces films qui a le plus mal vieilli, qui ne passe pas, et donc c'est celui dont il est le moins fier. Bah, effectivement, Donc, voilà. juste pour rebondir, de ceux que j'ai vus, je pense que c'est un des plus machistes, hein, quand même. Ah oui, exactement. Ah non, mais pour le coup, bah, déjà, même le pitch de base, enfin bon, voilà. Oui. Et non, en tout cas, un autre aussi, dont Bertrand Blier est comme assez fier et qui pourtant est un film un peu plus annexe, même s'il avait bien marché parce qu'il avait signé son retour, c'est Le bruit des glaçons avec Jean Dujardin et Albert Dupontel. C'était une période où Bertrand Blier a failli arrêter le cinéma, il avait plus trop de projets et il s'est dit je vais faire un film assez dur et assez cru, ce qui est le cas de ce film où c'est simplement un homme qui voit la matérialisation de son cancer, voilà, qui lui parle quotidiennement, et donc voilà, donc c'est aussi celui-là dont il est fier.
Voilà, mais en tout cas, moi, c'est la fin de mon passage Bertrand Blier. Je laisse la main et le flambeau au prochain. Et ben en tout cas merci parce que pour le coup c'était, je trouvais que c'était un débat très intéressant et un petit complément qui donnera sûrement envie aux gens de voir le film ou même de découvrir la filmographie de Blier parce que comme on l'a dit, il y a des films, ils sont tous pour le moins originaux Oui. et ils ont tous leur intérêt. Voilà après. À- il peut y avoir des préférences, mais en tout cas, de ceux que j'ai vu, en tout cas dans les plus connus, ça on peut leur conseiller que dans les plus connus, il n'y a pas de films qui n'ont aucun intérêt à être vus. Pour le coup, je trouve qu'il y a toujours un intérêt Non. à regarder un film de Blier. Voilà, en tout cas, merci Ethan pour cette petite chronique. On a passé, voilà, petite annonce, 45 minutes pile pour cette première chronique. Eh ben, Donc, parfait. donc Eh on ben, est écoute, parfait. Donc je parfait. pense, si vous êtes d'accord, on peut enchaîner. Donc on va enchaîner sur mon film et comme ça on laissera Guillaume finir un petit peu en feu d'artifice, j'ai envie de dire. En peu d'artifice. Donc C'est bien. on va passer sur mon film. Donc moi, on a, comme a dit Ethan un peu au début, essayé de prendre des films de nationalités différentes. Donc moi j'avais envie de mettre un film américain. Donc un film américain réalisé par un de mes réalisateurs préférés qui est James Gray et j'ai trouvé intéressant de parler de son premier film donc qui est sorti en 1994 si je dis pas de bêtises, 95 pardon, excusez-moi. Entre Bravo, 95 première erreur. Bah, alors en France c'est sorti en 95 mais aux États-Unis en 94. Voilà, moi je suis très States. Exactement. Moi voilà, j'ai grandi dans le Bronx, donc effectivement Ça va, je fais pas. je m'adapte. Donc voilà, donc je trouvais intéressant de faire découvrir le réalisateur par son premier film, donc Little Odessa, donc sorti en 94-95 et avec Tim Ross, donc vous aviez pu voir dans Reservoir Dogs, Edward Furlong qui jouait dans Terminator 2 et dans American History X et Moira Kelly qui jouait, Guillaume, je crois que tu l'as vu dans Twin Peaks Fire Walk With Me Effectivement. de David Très bon Lynch. Voilà, donc on va dire Et Tim Rose qui joue aussi dans un magnifique film qui s'appelle L'Incroyable Hulk. Voilà. il joue dedans, je savais même pas. Oui, si, il joue le méchant. Il joue le méchant dans oui, L'Incroyable Hulk. oui, celui de milieu de l'étarier, Oui. là, oui, effectivement. Oui, c'est l'horrible film Voilà. avec notre ami Alors, Edward Norton. Enfin voilà, je voulais juste. on va citer Reservoir Dogs, hein, putain. Oui, c'est vrai. Alors, donc du coup, l'histoire, l'histoire est très simple. Donc, on suit une famille donc composée d'une mère malade, d'un père et d'un fils, donc qui est joué par Edward Furlong, donc dans un ghetto en fait de New York. Qui un jour le grand frère donc qui est un tueur à gages va revenir dans cette ville justement qu'il avait quitté des années auparavant pour entre guillemets réaliser un contrat et voir un petit peu comment évoluer cette structure familiale. Donc pour commencer, pourquoi donc j'ai choisi ce film, j'ai dit un petit peu en préambule, c'est que James Gray c'est un de mes réalisateurs préférés, américains en tout cas. Pour raconter un petit peu mon histoire avec James Gray, moi je l'ai découvert assez tard puisque je l'ai découvert en 2017 au cinéma avec The Lost City of Z, qui est je pense encore à ce jour mon préféré du réalisateur. Donc que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vu. Donc j'y allais vraiment sans savoir spécialement ce que j'allais voir. Je crois que j'avais vu sur une recommandation. Alors je crois à l'époque c'était des youtubeurs ciné, hein, donc on est vraiment sur quelque chose de lointain. Un youtubeur ciné pas cancel pour le coup, voilà, c'est la petite particularité. Ouais, enfin. Ouais, j'ai vraiment du cul. Donc j'avais vu ça par hasard et j'avais été complètement bluffé par le film. Donc c'est-à-dire que c'est à la fois un film d'aventure puisqu'en fait c'est adapté d'un livre de David Gran. Qui est quelqu'un qui a écrit aussi Killer of the Flower Moon, voilà si vous l'avez vu, le dernier Scorsese, et qui a écrit aussi un livre qui s'appelle Les naufragés du vagueur. Donc en fait la particularité de cet écrivain c'est qu'il s'inspire en fait de faits réels. En fait c'est un ancien journaliste du New York Times si je dis pas de bêtises, ou du Washington Post, je ne sais plus. Et en fait il s'inspire, il relate des faits réels mais complètement romancés, c'est-à-dire que c'est très sourcé mais il arrive à en faire un vrai roman autour de ça. Et The Lost City of Z c'était autour de Percy Fawcett, donc qui était un explorateur, donc qui était au début du XXe siècle, donc un peu avant la Première Guerre mondiale, à la charge de l'Empire britannique, et qui a été toute sa vie obsédé par l'idée de trouver une cité perdue, donc la cité perdue de Z, donc qui se trouvait en Amazonie, suite à des infos qu'il avait eues, et en fait il en fera une véritable obsession. Donc voilà, donc c'est un film que j'avais adoré puisque ça mêlait à la fois l'intimiste par rapport à la famille, je reviendrai un petit peu plus tard dessus, et le côté aventure justement obsessionnel du personnage. Voilà, donc ça c'était un petit peu la parenthèse, et suite à ça, donc en 2017, je me suis fait l'intégralité de la filmographie de James Gray puisque il a pas énormément de films, donc c'était plutôt rapide à faire.
Et Il y en a combien? il en a fait 8. Alors en 2017, il n'en avait pas 8, mais Ah ouais, actuellement, il en a que 8. Donc voilà, je reviendrai un petit peu après, un peu le pourquoi du comment dans ma chronique. Mais voilà, il a seulement 8 films, ou j'en ai peut-être oublié un, 8 ou 9, mais je crois que c'est 8. En plus, il a commencé tôt. Et en plus, il a commencé tôt, Il me semble. effectivement, puisqu'il a commencé là-bas. C'est son premier film, c'était en 1980, donc 14, on va dire, puisqu'on parle des États-Unis. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Bon, évidemment, j'ai adoré, puisque pour moi, on est clairement, je pense que l'avantage de peut-être avoir vu d'autres James Gray avant, c'est que j'étais parfait avec son style. Mais c'est un film que je trouve brillant, puisqu'il arrive à allier justement un film puissant émotionnellement et à la fois très intimiste et très épuré, qui est quelque chose qui, Ethan le sait, et je pense Guillaume aussi, est quelque chose à laquelle je mets un petit peu un point d'honneur sur le côté faire ressentir la tristesse et les émotions au cinéma, et que j'ai beaucoup de mal avec les films justement qui sont beaucoup trop démonstratifs. Et là, je trouve que ce film est complètement à l'opposé de ça, puisque en fait, c'est tout ce qui est tristesse intériorisée, faille familiale intériorisée, mais pas non plus totalement déshumanisée, totalement abstraite. Et c'est quelque chose que je trouve déjà très compliqué à faire et très brillamment fait par James Gray, voilà, dans ce film. Voilà, je vais pas en dire plus pour l'instant, je pense que je peux vous laisser un petit tour de table. Peut-être Guillaume, tu veux commencer sur celui-là, que j'ai commencé tout à l'heure, comme ça tu Très bien. attaques. Alors déjà, je sais pas pourquoi la première scène m'a fait penser à Kitano. La scène du meurtre Oui. à Nabi de Kitano, mais je pense que c'est juste une coïncidence, donc ça m'a déjà bien mis dans le truc. Mais globalement, ouais, j'ai beaucoup aimé. J'avoue que j'étais moins intéressé par le côté un peu mafieux, tueur à gages et tout, mais plus par le côté familial. Genre, il y a des personnages que j'ai trouvé très très touchants. Genre, le père, même merde, il s'appelle comment? Le personnage de Edward Furlong là. Ou alors les Bon noms. bref, le petit Ouais, garçon, je ouais, vais te voilà. retrouver le nom, vas-y, continue. Il s'appelle Bon, on est des Ruben, cinéphiles, le garçon. ok, bon, de toute façon, on est des cinéphiles, on dit les acteurs au lieu des Oui, oui, on personnages. est, on est Euh, juste amnésique. Sinon, ouais, franchement, globalement, j'ai vraiment bien aimé. En fait, je pense que ce qui m'a le plus étonné, enfin, c'est peut-être à cause du fait que ça fait un peu un moment que j'ai pas vu beaucoup de films américains des années 90, mais c'est le côté vraiment anti-spectaculaire du truc. Surtout, par exemple, la fin, même si je vais pas en parler, mais on s'attend à un truc vraiment de spectacle, enfin, du grand spectacle et tout, mais ça, bon voilà quoi, vous verrez bien. Mais ouais, franchement, le drame familial, le film sur les migrants, enfin sur des immigrés qui essaient d'avoir une vie décente, tout ça, c'est un truc qui m'a vraiment pas mal parlé. Peut-être, bon, en vrai, en petit défaut, mais ça c'est plus quelque chose de subjectif, c'est peut-être le côté un peu, enfin, moi j'avoue que c'est aussi un truc qui me gonfle un peu, mais le, le style un peu surreprésenté du tueur froid qui parle pas trop, silencieux. Bah, je peux comprendre à quoi ça peut servir, mais et en plus c'est dans les années 90, donc c'était un peu à la mode et je sais pas si c'était aussi courant, mais ça m'a un peu laissé de froid, on va dire. Et j'avoue que j'avais surtout hâte des scènes avec le petit garçon et son père. Voilà, c'était surtout les scènes que j'ai le plus kiffé, en gros. Ok, bah nickel. Et Ethan, à toi? Déjà, ça me fait laisser de froid par un tueur froid. Ça me fait rire dit comme ça. Mais Oui. effectivement, je trouve que, et je rejoins totalement Guillaume sur voilà, ce côté tueur froid qui était à la mode dans ces années-là. Mais je trouve que c'est vraiment une façon un petit peu presque de revisiter l'univers du tueur froid. Moi, j'avais jamais vu de film de James Gray, même s'il y en a beaucoup qui m'intéressaient. Je pense que j'aurais jamais débuté par celui-ci parce que c'est peut-être pas le style de film qui me plairait le plus. Mais force est de constater que voilà, même si c'est pas le film que je vais le plus retenir dans ma vie, qui va faire partie de mes films préférés, etc., de sa filmographie de façon générale, bah, c'est un film qui est totalement réussi par le pouvoir presque des silences, par le pouvoir presque de nous laisser penser certaines choses via des scènes, et puis aussi par le côté touchant, quoi. C'est-à-dire c'est une histoire hyper froide, hyper sombre, qui pourrait presque même être hyper simple. On se demanderait même pourquoi est-ce qu'on nous raconte une histoire comme ça, mais finalement pour les liens familiales, pour tout ce qu'elle représente et pour tous les sujets sous-jacents qui sont évoqués bah, à chaque seconde et à chaque moment, et puis surtout pour voilà, ces personnages sont fous. Genre je trouve, moi je suis souvent fasciné par les acteurs et les performances, mais c'est vrai que la performance de Tim Rose dans ce film, enfin, on va tous être d'accord pour dire qu'il est exceptionnel dedans. C'est Oui. vraiment il dit tellement de choses par son regard, par sa façon de faire, etc. Mais surtout parce qu'il doit aussi être très bien dirigé de ce que j'ai compris, parce que c'est vraiment bien le style de James Gray. Et voilà, c'est
et ce style-là, etc. Donc, il faut savoir que c'est vraiment un film à l'ambiance assez pesante. Il faut savoir avant de regarder. C'est vrai que voilà, il y a des moments pour le regarder ou d'autres. Ça, Alors, pour le coup, j'en fais l'expérience. Voilà, faut vraiment le regarder quand on sait voilà ce qu'on va voir, quoi. C'est une expérience, c'est quelque chose d'assez particulier. Mais pour le coup, voilà, c'est un film qui mérite d'être vu et qui est quand même surtout impressionnant quand on sait que c'est le premier film de ce réalisateur. On se dit, ouais, quelqu'un qui a un vrai univers, etc. Et visiblement, il s'est pas perdu après, donc c'est une excellente nouvelle. Et j'ai hâte de voir la suite de sa filmographie. Donc voilà mon avis sur ça assez rapidement. Non, bah très bien. Bah en vrai, vous avez un peu dit ce qui m'intéressait dans le film. Moi, j'irais peut-être juste un petit peu plus loin sur le personnage justement de Joshua, donc du tueur de Tim Ross. Je vois ce que tu veux dire, Guillaume. En plus, je crois qu'on en avait parlé pour Black Dog, de souvenir de ce côté un petit peu. Oui. Alors, c'était pas un tueur, mais c'était un personnage principal froid. Ouais, les personnages mythiques, on va dire. Ouais, là où je trouve ça plus intéressant dans ce film, c'est que il s'inscrit totalement par rapport à la vision qu'a sa famille en fait de lui. C'est-à-dire que son père, sans spoiler, le considère comme mort. Hein. Clairement, vraiment, c'est son père qui l'a banni de la maison à l'époque quand il est devenu tueur. Ça, c'est pas un spoil puisque de souvenir, c'est dans les 30 premières minutes. Et qu'en fait, au final, pour moi, c'est un personnage qui représente l'absence d'espoir. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun espoir dans ce personnage. C'est-à-dire qu'il n'a pas de recherche de rédemption. Il sait qu'il est condamné. Condamné, je veux dire, dans sa vie. Hein. C'est pas sa vie en elle-même qui est condamnée, mais voilà, sa vie est foutue depuis qu'il est passé entre guillemets, de l'autre côté. Hein. On n'est pas condamné à l'échec. Notamment comme tout à l'heure avec le ébloui, j'ai failli dire le ébloui par la nuit à coup de lumière mortelle. On devrait lancer un karaoké rétrospect film. Hein. Ouais, bon, pardon, excusez-moi, je vous fais perdre votre fil. Et que du coup, en fait, justement, ce côté condamné, c'est en fait comme s'il avait déjà pactisé avec la mort, puisque sans spoiler, la mort l'atteint plus de manière générale, donc que ce soit au moment des exécutions et à d'autres moments. Voilà, j'en parlerai pas plus. En fait, il y a tout qui est fait vraiment froidement. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai trouvé. Désolé. Pardon J'ai eu un petit bug. J'ai fait tomber un objet, j'espère qu'on l'a pas. Bon, au pire, on l'entend. Au pire, c'est pas très grave. Hein. Les gens auront déjà quitté, hein, ils seront déjà sur le timecode d'après. et du coup, moi, là où je voulais aller un petit peu plus loin, c'est sur un petit peu le rôle que reprend chaque membre de la famille, en fait, et qui souligne un peu cette fragilité dans l'équilibre. Parce que du coup, il y a, comme on l'a dit, 4 membres. Donc il y a la mère qui est malade. Donc ça, déjà, je trouvais ça assez intéressant niveau mise en scène et écriture, puisque justement, cette maladie, c'est un truc assez classique, mais finalement qui marche très bien. C'est que la mère, c'est le symbole de l'amour dans cette famille, puisque c'est le seul personnage qui ne dirige aucune haine envers elle, avec le petit frère, mais le petit frère représente, on va dire, un peu autre chose, plus une innocence. Elle, c'est vraiment le catalyseur, puisque même avec le personnage de Tim Ross, c'est peut-être le seul moment où il montre le plus ses émotions. C'est-à-dire, il les montre également dans les scènes avec son frère, mais je trouve que là où c'est le plus développé, c'est au niveau de la mère. Et la mère est mourante, donc en fait, c'est tout bêtement le lien familial qui s'effrite petit à petit, quoi. Pareil, le père, j'ai trouvé ça assez intéressant, qu'il évite le côté, j'avais un peu peur du côté juste ça soit un père tyrannique. Et en fait, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans un père qui justement a l'impression d'avoir raté l'éducation de ses fils, et je dis bien ses fils, parce qu'à un moment, il y a bien une scène où il a l'impression d'avoir raté l'éducation des deux, alors qu'en soi, le petit frère... il reprend plus un côté perdu que vraiment un marginal ou vraiment quelqu'un comme son frère. Donc je trouvais ça assez touchant, le personnage du père, parce que je trouvais que justement, il représentait une sorte de tristesse intériorisée, donc que ce soit, effectivement, il a une colère envers son fils, mais je pense que c'est plus d'abord une tristesse qu'une colère. Et évidemment entre le petit, parce qu'il voit que le petit est influençable et qu'il grandit en fait dans un environnement qui lui est pas du tout prolifique, quoi. Donc j'ai trouvé ça intéressant, et évidemment le personnage du petit frère, donc qui, comme je l'ai dit, représente l'innocence entre guillemets, et également une relation un peu ambiguë avec son frère, parce qu'il est à la fois fasciné, je sais pas, ça va pas spoil, mais je sais pas si vous vous rappelez cette scène où il prend avec énormément de légèreté les meurtres que commet son frère. À un moment, il lui demande s'il tue des gens, et il le fait un peu comme un gamin ferait en faisant poum poum poum, tu vois. Donc c'est un peu ce côté enfantin qui découvre ça, et à un moment, sans spoiler, il est confronté à la réalité du terrain. Et là, ça part sur quelque chose de beaucoup plus effrayant. En fait, il est beaucoup plus effrayé. Et ça montre un petit peu ce passage, entre guillemets, cette perte d'innocence, ce passage au réel. D'ailleurs, c'est une scène assez intéressante, puisque tu as... encore une fois, assez basique, mais je trouve que c'est pas du tout surutilisé, surexploité. C'est le côté un peu opposition avec le jeune qui est dans la lumière, puisque de souvenir, c'est de nuit, et lui, il est éclairé par un lampadaire, donc le jeune dans la lumière, un peu avec ce côté innocent, et avec son frère qui, justement, dans ce côté un petit peu plus...
confronté au réel d'un tueur à gages, et vraiment dans la pénombre, quelque chose de très machinal, très déshumanisé finalement, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant au niveau de la mise en scène. Donc voilà, clairement un film que moi j'ai adoré, que j'avais pas revu depuis 2017 et que j'ai toujours voulu revoir, mais que je sais pas, j'attendais une occasion et là je me suis dit c'est l'occasion parfaite. Surtout qu'en plus je pense que c'est une chance que vous n'aviez pas eu de film de James Gray avant, comme ça me permettra pour ma Ouais. chronique d'après, et aussi vu que c'est son premier film, très intéressant. Et voilà, et ce que je voulais dire pour conclure, et après voilà, vous pourrez rebondir, c'est qu'on ressent quand même, malgré tout ce que j'ai dit sur cette famille fragilisée, cette famille vraiment déchirée, c'est vraiment le mot, quand même il y a un reste d'amour qui subsiste, donc comme j'ai dit, Oui. entre les frères, avec la mère, etc. Même le père, en fait, il en montre. Comme je l'ai dit par rapport au petit, même s'il le montre pas directement, on sent qu'il est peiné par la direction, et c'est une sorte d'amour, parce que s'il y avait plus d'amour, il s'en foutrait. Mais que voilà, c'est quelque chose qui est voué à disparaître avec le temps parce que les destins, les situations des cas perdus, on va dire, se mêlent à ça. Et franchement, moi j'ai trouvé ça brillant, j'ai trouvé ça très émouvant, sans en faire trop et pas rentrer dans un sensationnalisme, comme a très bien dit Guillaume, qui Ouais. aurait pu être clairement fait, hein, et en soi, ça aurait été moins bien, mais ça aurait pas été, on va dire, dérangeant. Et le film évite ça et arrive quand même à justement nous impliquer émotionnellement dedans. Et pour ça, moi, je trouve ça brillant. C'est pas mon préféré de James Gray, comme j'ai dit. Je pense que ça serait plus Lost City of Z ou La Nuit nous appartient. Mais franchement, pour moi, c'est dans le haut du panier. C'est vrai que t'as raison sur ce côté pas sensuel. Enfin, même les scènes d'action, sans spoiler, les scènes d'action qu'il y a dans le truc sont vraiment aussi représentées de façon sobre et on a l'impression qu'il y a vraiment le minimum qui est montré, mais Oui. au service du récit, quoi. On va pas en faire beaucoup. Mais je voulais savoir, est-ce que dans ces autres films, parce qu'il me semble que par exemple The Yard et La Nuit nous appartient, il y a quand même pas mal d'action dans ces films-là ou pas du tout? Oui, c'est un peu plus. Oui, de souvenirs, dans La Nuit nous appartient, il y a une scène de course-poursuite. Donc voilà, on C'est est plus quoi. démonstratif que là, on va dire. Oui, ça c'est vraiment un cas D'accord. particulier peut-être. Bon après t'en as qui sont moins spectaculaires, genre par exemple The Immigrant, vu le sujet, bon bah ça va pas faire boum Oui, boum oui. patata toutes les 20 secondes. Et Ad Astra c'est encore pire. Et bon, Ouais. le dernier, comment il s'appelle, Armageddon Time, c'est une histoire familiale pour le coup qui se passe bien. Ouais. D'être assez intéressé par le sujet de l'immigration et tout, non? Oui. Parce que c'est un sujet que Bah j'ai vu ça pas mal dans ces j'en films. parlerai juste après, mais effectivement ouais c'est un Ouais. sujet très autobiographique, voilà, tout simplement. Mais effectivement, voilà. Donc moi, j'étais très content de faire découvrir ça. Donc je suis content que vous ayez aimé parce qu'effectivement, c'est quand même une proposition Ouais, c'est particulière. vraiment. On peut vite sortir si on n'est pas dedans, hein, tout simplement. Ça, c'est le genre de film où si tu rentres pas dedans, Oui, oui. tu peux passer au-delà et même pas forcément en chercher. Moi, ça m'arrive, hein, je rentre pas dedans et je cherche pas forcément à aller plus loin. Mais là, pour le coup, je suis très content que vous ayez aimé. Voilà, si vous avez d'autres choses à dire dessus, allez-y. Moi, je pense que c'est une bonne façon pour nous de s'imprégner de son univers et de démarrer. Je sais pas si c'est peut-être le film que tu conseilleras à tout le monde pour commencer à découvrir James Gray, parce qu'il y a évidemment le risque de sortir de ça. Enfin, de sortir, je veux dire, du récit, de pas s'ennuyer, mais voilà, de décrocher et de se dire, bah tiens, tous ces films sont comme ça. Mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne façon d'entrer. Ça montre aussi que, voilà, il y a des grands réalisateurs qui ont réussi parfaitement leur début, quoi. Tout simplement, avec leurs premiers films qui sont totalement réussis, hein. Je pense pas qu'il y en a énormément. On se dit ça, Lucas. Est-ce qu'il y a tant de réalisateurs que ça de tête où tu te dis, putain, leur premier film est vraiment excellent, quoi? Bah, Il y en a Et pas mal, il en met fait, hein. vraiment en place, ils n'ont pas été trop changés, tu vois, enfin, tu vois, ils n'ont pas été changés par l'industrie, etc. ouais. Il met vraiment en place leur vision et ce qu'ils ont envie de faire, tu vois. Parce que là, vraiment, on sent que c'est sur sa patte, etc. et que c'est réussi en plus. Moi, de tête, hein, je citerai bon Tarantino avec Reservoir Dogs, qui est quand même quelque Ouais. chose qui a marqué. Je citerai, alors je suis pas sûr que t'aimes Guillaume, mais je citerai quand même Truffaut avec Les 400 coups, qui est quand même un film qui Ouais. a Non, clairement non. défini un Ouais. genre, quoi. Piala, tant qu'on y Ouais. est, puisque Piala, son premier film aussi, c'était assez brillant. Et quel est Il ton avait premier film? 40 ans. C'est L'Enfance nue, non, son L'enfance premier film, ouais. D'accord. Qu'est-ce que je citerai d'autre? Il doit y en avoir, on va en oublier plein, mais... Et dans les ratés, est-ce que vous avez un raté où vous dites, putain, c'est vrai que son premier film est une daube, et puis finalement, derrière, le mec. Mais juste, j'ai envie de dire, pour les premiers films des réels, en fait, je pense que c'est surtout un problème qui est chez les Américains à cause du système de Oui. production, quand Ouais. même, où les producteurs sont vraiment très casse-couilles, alors qu'en France, en Europe, on est vraiment plus libre. Et je pense qu'il y a des premiers films beaucoup plus intéressants que chez les Américains, et James Gray, c'est un peu une anomalie. Bah, d'ailleurs, je me suis un peu renseigné sur lui, et j'ai vu qu'il était assez impopulaire aux Oui, États-Unis. clairement, ouais. Alors que le rap je pense que c'est un peu en partie grâce à ça, quoi. Et ça montre un peu le fait que c'est un réalisateur très libre et qui est plus influencé par l'Europe, par le cinéma européen que par le cinéma américain. Ouais, Et il y clairement. a de plus en plus maintenant de réalisateurs qui sont. Enfin, ou des films qui sont vraiment mal perçus aux États-Unis, qui par exemple en Europe marchent plus. Moi, l'exemple récent que j'ai en tête, bon, Lucas est pas fan du film,
Non, c'est Babylone qui a vraiment été boudé aux États-Unis et qui en France par contre et en Europe avait été bien porté quoi. Oui, et par contre, juste parce que je vais oublier, pour revenir à ce que disait Guillaume, clairement, il y a le cas de David Fincher. Son premier film, c'est Alien 3, qui s'est fait mais martyriser par les productions. Ouais. Il n'avait aucun contrôle. Et Ah, après, son premier film. Et oui, premier film, Ils ont- Alien 3, de Ah ouais, David Fincher. c'est son premier. Je vérifie que C'est vrai je que dis ça pas une m'a fait connerie, mais je suis beaucoup. quasiment sûr que c'est ça. Et qui s'est fait, même lui le désavoue. Alors qu'en vrai, bon, il est pas trop mal. Hein. C'est juste que ouais, Ah, tu sens qu'il y a pas David trop... Lynch, son premier film, c'est quoi, Lucas? C'est pas Dune, hein? Non, c'est pas Dune. c'est Razorhead. Ah oui, donc c'est pas. Voilà, il y a C'est pas ça. ce Oui, c'est truc-là. bien Alien 3, le premier film de Fincher. Je confirme. Ah oui, d'accord. Mais du coup, si. Il en a commencé, oui, il a après, mal commencé et mal fini, lui. hein. Après, si, pardon, en premier grand film, si, il y a quand même Citizen Kane de Orson Welles, quand même, qui est pas dégueu pour Ouais. un premier film. Et il y a À bout de souffle de Jean-Luc Godard aussi. Bon, il y en a plein en vrai. Ouais, en vrai, il y en a, voilà, on va pas tous les citer. Alain Resnais aussi. Il y a peut-être plus dans l'autre sens, je veux dire, des gens qui ont mal démarré et Oui, qui ça, qui ont ensuite dû se sont commencer par une rattrapés, grosse. quoi. Je me demande. Et encore, ils ont mal démarré, c'est à cause des producteurs, je Ouais. pense, en général. Un, par exemple, qui en tout cas était moins populaire au début et qui maintenant l'est, mais finalement les gens se rendent compte peut-être, enfin en tout cas Lucas aime pas trop, c'est Todd Phillips qui avait démarré avec des trucs complètement, enfin des comédies américaines et tout, qui ensuite s'est retrouvé à faire Joker d'un coup et les gens découvraient un petit peu qui il était, quoi. Moi, j'aimais beaucoup ces comédies, justement, la con. Oui, non mais les comédies Very Bad Trip, mais il y a Oui. quand même eu des trucs avant Very Bad Ah Trip, oui, c'est pas son peut-être. premier film, tu vois ce que je veux dire? Oui. Par contre, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil, je suis désolé. Allez-y. Bravo. Ouais, je sais plus. Tu J'ai un trou. me couperas cet exemple hein, sur Ouais. Todd Phillips là, parce que je vois que j'ai été méprisé là. Non, pas du tout. Non, je regarde Todd Phillips en même temps, voir ce que c'est. Ah, mais si, il avait fait Starsky Hutch. Ah non, Road Trip, son premier film. Bon, je sais pas ce que Il a c'est. fait un truc road trip, voilà. Non, par contre, ouais, je me rappelle ce que je voulais dire. Un qui a commencé avec un truc vraiment pas terrible, c'est Kubrick avec Fear and Desire. Donc vraiment pas connu, qui est très dur à trouver, qui est unanimement, je sais pas, mais qui est majoritairement reconnu pour être vraiment pas terrible. Et après Kubrick, carrière qu'on connaît, voilà. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire sur ma petite Odessa, comme on pourrait l'appeler? Il y a moins de points de Discord que sur le premier film, il y a moins de points de Discord, donc en vrai on peut te laisser continuer sur ta chronique. Hein. Ouais, je peux enquiller. Alors, sachant que je me suis pas enregistré sur cette chronique, donc peut-être ça va durer 2 heures. Alors, moi, ce que je vous propose, comme je disais tout à l'heure, vous n'aviez pas vu de film de James Gray avant, donc je trouvais intéressant de faire pour vous et pour les auditeurs qui seraient peut-être dans votre cas, un petit balayage de qui est James Gray, un petit peu sa place à Hollywood et un petit peu ses thématiques de cœur, on va dire. Donc, comme vous avez pu le deviner et comme on en a un petit peu parlé, James Gray, c'est une figure quand même qui est singulière dans le paysage hollywoodien, puisque, comme on a pu le voir, il a une carrière qui s'étend sur plus de 30 ans, mais qui a seulement 8 films à son actif. Donc je me suis dit que c'était intéressant de revenir un peu sur son parcours pour un petit peu comprendre ça et explorer un petit peu plus sa vie. Donc pour l'introduire, James Gray il est né en 69, donc c'est pas un vieux réalisateur à New York, donc dans une famille russo-juive, donc ça c'est assez important pour la suite, vous comprendrez pourquoi. Et comme j'ai pu le dire un petit peu auparavant, c'est un réalisateur qui est en marge de l'industrie hollywoodienne, puisque effectivement souvent il a un accueil critique qui est élogieux pour ses films, dans la majorité des cas, mais il peine à trouver sa place auprès du grand public, puisque ses films font pas énormément d'entrées, et également des grands studios. Donc aujourd'hui, on vous a présenté son tout premier film, comme j'ai dit, Little Odessa, qu'il a réalisé quand il avait seulement 24 ans, c'est-à-dire notre âge. Est-ce qu'on a réalisé ce film? Non, malheureusement. Moi j'ai pas 24 ans, moi Oui, j'ai moins. t'as 24 ans. Dans le temps, moi. Et Guillaume, toi tu Moi les j'ai as? peut-être un Little Odessa qui à sortir, moi j'ai encore 2 ans mon gars. Hein. Ah, t'as peut-être 2 ans. Et toi Guillaume, t'as 24, je me rappelle plus. Ah, on a perdu Guillaume? Ah, Il a compris que... Ah, on a perdu Guillaume. Bon Guillaume, on va dire qu'il a 24 ans. Donc, c'est pas grave. Donc, il a réalisé à seulement 24 ans et qui a remporté le Lion d'argent, donc du meilleur réalisateur à la Mostra de Venise en 94. Donc, c'était à l'égalité avec d'autres films, je m'en rappelle plus, mais voilà, c'est quand même un très beau prix pour un premier film. Ce qui avait fait de lui une vraie promesse pour le cinéma américain, mais la suite ça sera pas de tout repos. Donc pour revenir un petit peu sur ses galères de production, son film suivant c'est The Yard, sorti en 2000. Donc il a un premier conflit avec des gens que tu connais bien, Ethan, c'est les frères Weinstein, donc voilà, qui étaient un petit peu les figures de proue de la production à l'époque, puisqu'ils tentent en fait d'imposer leur vision du film au détriment du celle du réalisateur, et ça c'est quelque chose que James Gray va batailler avec toute sa vie. Pour The Yard ou pour les autres films? Pour les autres films également.
Là, c'était pour D'accord. The Yard, mais il va batailler avec des productions. J'en parlerai pour un autre film qui me met en tête et que Ouais, je parle un petit il y a peu un plus autre loin. film ouais, que je... Donc, quel est le résultat de The Yard? C'est un film dénaturé, c'est un échec critique et commercial. Donc voilà, donc pour un deuxième film, c'est un premier revers pour James Gray. Cependant, son film suivant, donc qui est La nuit nous appartient en 2007, D'ailleurs, c'est... il y a une chose que j'ai remarqué aussi. Oui, Dans le film, il y a quand même, enfin, au début, il y a eu des grands écarts d'âge. Enfin, je crois qu'il y a eu 7 ans d'écart entre son premier et son ouais, deuxième, et encore 7 ans. exact. Son Enfin, je trouve premier, ça assez c'est en court pour lui. 94 et son deuxième en 2000 et son troisième en 2007. Donc Ouais, ça 6-7 montre à quel ans, ouais. point, je pense à quel point il a dû souffrir pour, Bah c'est pour ça, essayer c'est de que faire. en gros, que, comme je le disais, toute sa vie, il lutte en fait pour se faire produire ses films parce que The Yard, ça a été un échec, même Little Odessa, ça n'a pas non plus été un grand succès, que j'avais noté un petit peu ses box-office, je reviendrai après si c'est intéressant ou pas. Donc ensuite, son plus gros succès à l'heure actuelle, donc c'est en 2007, c'est La nuit nous appartient, pour lequel il a un vrai succès, donc que ce soit critique et public cette fois. Donc avec encore une fois, comme dans The Yard, le duo Mark Wahlberg et Joaquin Phoenix. Voilà, Joaquin Phoenix, qui est un acteur qui retrouvera dans plusieurs films. Ensuite, au niveau de ses embûches, voilà, j'ai pas dit toutes ses embûches, mais en 2013, donc pour The Immigrant, qui est de nouveau freiné par les frères Weinstein, donc cette fois c'est au moment de sa distribution, voilà, qui en gros avait été menacé d'être peu distribué, suite évidemment à des conflits avec James Gray. Et celui dont je voulais parler un petit peu plus tard, c'était en 2019, c'était pour Ad Astra, où là il y avait eu un gros problème de production, puisqu'il y avait un véritable bras de fer avec les studios, puisqu'en fait le film, pour vous en parler, c'est un petit peu un film onirique, contemplatif, introspectif, en fait, où c'est le personnage de Brad Pitt qui va rechercher son père perdu dans l'espace des années auparavant. Donc c'est un véritable voyage, effectivement introspectif, donc très lent. Et les studios souhaitaient un film plus rythmé, et surtout, il leur a imposé à James Gray une voix off, donc qui est omniprésente, que James Gray ne voulait pas. Donc il y a toute une voix off le long du film, donc qui est quand même, à mon goût, un peu trop démonstrative, mais qui n'est pas du tout du vœu du réalisateur, qui pour le coup s'est fait totalement bouffé entre guillemets par les studios. Malgré tout ça, chacun de ces films reste. C'est quoi comme studio? C'était les mêmes studios? Excuse-moi, c'était les mêmes studios Non, encore une c'était fois, pas tout les le long, mêmes. ou- Alors c'était soit la Fox, soit Disney. Tu sais, il y avait l'histoire du rachat à l'époque. Ouais. Donc c'est, je sais plus Ouais, quelle ouais. branche, mais voilà, c'était des gros studios. Bah non, les Weinstein à l'époque en 2019, je crois qu'il était déjà out. Hein. Oui, oui, je me disais justement. Oui, non, c'était du Pour ça, coup. je me suis dit même, il a une mauvaise expérience avec les Weinstein, pourquoi est-ce qu'il est encore avec eux quoi? Après, t'as pas trop Bah, je le pense qu'il choix avait parfois. pas trop le choix, parce qu'en 2013, il avait réussi à les avoir, tu sais, que ça soit un peu moins, mais que du coup ça a bloqué au moment de la distribution. Mais je pense qu'après, bon, de toute façon, après ils étaient finis. Mais je pense que malheureusement, les Weinstein, c'était un peu ceux qui allaient tenter des films, bah, c'est eux qui ont lancé Tarantino, tu vois, qui allaient tenter des films un petit peu, qui allaient pas être forcément des succès assurés à première vue, qui parfois l'étaient comme avec Tarantino. Mais du coup, bah, malheureusement, je pense que c'était un petit peu le passage obligatoire, quoi. Et donc du coup, comme je disais, chacun de ces films, c'est un événement rare. Et il est loin d'être oublié dans les grands festivals, parce que quand même sur ces 8 films, il y en a 5 qui ont été en compétition officielle à Cannes, hein, vu que je suis avec des experts de Cannes autour de la table. Donc voilà, ça reste un auteur respecté, et qui justement a une certaine fidélité à des thématiques. Notamment une principalement qui est la famille. Donc vous avez pu le voir dans Little Odessa, mais sachez que c'est présent dans chacun de ces films. La famille est toujours au cœur du récit. Donc parfois c'est par inspiration autobiographique, parfois par choix narratif, mais la cellule familiale est toujours au cœur de ces histoires. Donc pour revenir, je vais balayer un petit peu ces films, comme ça peut vous donner une porte d'entrée sans raconter rien des films. Je vais faire un petit peu plus de temps sur Little Odessa, même si on en a déjà parlé, puisqu'il y a une vraie dimension personnelle, puisque ça se déroule à Brighton Beach, surnommé Little Odessa, et il y avait une forte population donc à cette époque judéo-russe. Donc si vous vous rappelez, c'est complètement les origines de James Gray. Voilà, c'est la partie autobiographique, mais également au travers de la mère qui est malade, puisque la propre mère de James Gray en fait est décédée très très jeune, et donc quand il avait 19 ans, et c'est quelque chose qui l'a complètement marqué et traumatisé évidemment. Donc c'est quelque chose qu'il a voulu mettre dans son film, qui a hanté en fait plusieurs de ses films par justement la perte d'un repère familial. Mais également le père, qui est inspiré du père de James Gray, puisque le père est un peu rigide dans le film. Bon, comme on a dit, il rejette un petit peu le fils qui est devenu tueur à gages, qui est aussi inspiré en fait du père de James Gray, à qui il a toujours eu des relations un petit peu compliquées, pas forcément très conflictuelles, mais beaucoup de non-dits, beaucoup de mal à parler finalement. Donc c'est quelque chose qu'il réutilisera dans le film, dans d'autres également.
Voilà, pour The Yard, donc la notion familiale, c'est une question de tiraillement entre un personnage qui vient de sortir de prison et qui est tiraillé entre retrouver en fait sa loyauté familiale mais qui sont impliqués dans de la corruption et une volonté de rédemption. Donc voilà, donc c'est à la fois la famille ici un refuge et un piège. Pour La Nuit nous appartient, donc il y a une opposition aussi entre deux frères, ce qui sont en plus joués par les mêmes personnes que dans The Yard, pas les mêmes personnages mais les mêmes personnes. Donc il y en a un qui est policier et l'autre patron de boîte de nuit. Donc effectivement, c'est une opposition que vous comprendrez facilement. Et en fait, la figure qui est importante, notamment par rapport à l'histoire de James Gray, c'est le père, donc qui est joué par Robert Duval, donc qui jouait dans l'avocat dans Le Parrain et qui jouait aussi dans Apocalypse Now. Et qui en fait incarne une autorité morale, mais qui ajoute une tension dramatique puisque c'est un père très écrasant et qui en fait place ses deux fils dans une opposition un peu biblique. Très comment on peut dire, très marqué sur l'opposition. Et voilà, donc comme je l'ai dit, ça vient effectivement du père autoritaire que James Gray a eu dans son enfance et dans sa vie de manière générale. Après, pour Two Lovers, donc là on est sur une opposition entre donc deux femmes. Donc le personnage de Joaquin Phoenix en fait est tiraillé entre deux femmes. Une qui est entre guillemets un peu choisie par sa famille, donc qui est quelque chose de rassurant, on va dire. Voilà, donc il y a ce côté familial qui va rassurer mais enfermer le personnage en opposition avec un amour qui est plus passionnel mais moins stable. Donc voilà, ça va être un tiraillement sans en parler, un petit peu toujours dans ces tragédies proches de tout ce qui est mythologique, justement entre tiraillement entre des figures fortes. Pour The Immigrant, donc là on est sur une inspiration, donc Guillaume en parlait un petit peu plus tôt, sur l'immigration, puisque en fait c'est inspiré directement des grands-parents de James Gray, qui ont émigré aux États-Unis donc au début du XXe siècle, comme les personnages du film, donc joués par Marion Cotillard, et donc qui venaient d'Europe de l'Est, excusez-moi, qui venaient d'Europe de l'Est, et là la famille, donc c'est à la fois un soutien, puisque en fait Marion Cotillard dans le film veut sauver sa sœur qui est malade, mais pour ça elle accepte de se prostituer, donc c'est à la fois du sacrifice, la famille, mais également un soutien. Donc voilà, Ad Astra, j'en parlerai après, puisque je vais d'abord parler de The Lost City of Z, qui lui reste, comme je l'ai dit, dans des obsessions avec la famille, qui est plus du coup un frein, puisque le personnage en fait est en opposition totale entre son désir d'aller s'enfermer, en fait, explorer l'Amazonie, qui est un petit peu une cité perdue, une cité infinie, un peu comme si on était abandonné quand on allait là-bas, et avec justement cette famille de l'autre côté qui le retient, notamment sa femme, et un rapport avec son fils que je vais pas vous raconter dans le film parce que c'est un élément assez important du film. Et voilà, pour finir, Ad Astra, donc comme je l'ai dit, la quête du père disparu, donc qui est à la fois introspectif, une manière de combler un vide affectif laissé, donc évidemment ça fait écho au père de James Gray puisqu'il y a eu ce manque affectif, et justement une sorte d'introspection au travers d'un voyage grandeur nature, donc entre guillemets la petite histoire dans la grande, c'est un peu proche, très très loin, mais d'un Apocalypse Now par exemple, où il y a en fait ce grand voyage qui est aussi très introspectif par rapport au rapport du personnage avec lui-même. Voilà, les deux films ont rien à voir, mais voilà, c'était juste pour faire une petite comparaison. Et enfin pour finir, le film le plus personnel, le plus autobiographique de James Gray, son dernier, Armageddon Time, puisqu'il revient en fait sur son enfance directement dans le Queens, donc dans les banlieues de New York dans les années 80, où le personnage en fait de Paul, donc le personnage principal, qui justement incarne un petit peu l'enfance de James Gray et qui va être un petit peu confronté à toute la tension sociale, l'atmosphère sociale de l'époque, donc c'est-à-dire tension raciale, les problèmes avec l'éducation quand on est plus jeune, le désir d'évasion, tout en rendant hommage à son grand-père. Donc on revient encore sur son grand-père au travers du personnage d'Anthony Hopkins qui était très touchant dans le film. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, James Gray c'est quand même quelqu'un qui n'est pas très prolifique mais qui est quand même toujours constant, qui a toujours sa patte, parce que je citais The Yard qui a été un petit peu charcuté précédemment. C'est quand même un film où tu ressens la patte James Gray, pour le coup c'est pas, le studio a pas complètement eu la main dessus. Pareil pour Ad Astra, donc c'est quand même des films qui valent le coup d'être vus, qui sont bons, notamment pour les deux en fait, tout simplement. Donc voilà, mais c'est un cinéma qui est quand même marqué par ses souvenirs, ses blessures et surtout à l'idée de famille, que ce soit la famille qu'on rejette, avec laquelle on se sépare, qu'on brise, qu'on recherche, qu'on perd, effectivement. Donc voilà, c'est toujours un point de tension narrative qui est fondamental au récit. Et c'est peut-être là où en fait l'auteur est le plus fort dans sa constance thématique et la maestria
qui met en scène cette thématique. Voilà, merci. Petite chronique un peu longue, mais voilà, au moins vous avez pu voir un petit Non, non, peu. ouais, très bien. Au moins, tu as pu présenter de façon assez large Ouais, la voilà, filmographie de James Gray. Est-ce qu'il a un nouveau projet en cours ou pas? Est-ce qu'on sait ça, Eh s'il a un nouveau ben, projet en je cours? crois que j'ai vu qu'il en avait un parce que j'écoutais un podcast, figure-toi, de Tales from the Click et qui Ouais. a reçu quelqu'un qui disait qu'il y avait un nouveau projet, voilà, en 2026, ça s'appelle Paper Tiger. Voilà. D'accord, mais Donc, écoute, normalement, nous nouveau verrons. film avec, pour l'instant, annoncé Adam Driver, Miles Taylor, donc qui jouait dans Whiplash, et Scarlett Johansson au casting. Et c'est des acteurs avec lesquels il a jamais travaillé? Aucun des... Non, il n'a pas travaillé avec Adam Driver. Non, aucun des trois, il a jamais joué. Il avait joué d'ailleurs Armageddon Il Time, y il a qui jouait comme avec... acteur dans The Lost of City Z? Déjà, il y a qui comme Il y acteur a dedans? Charlie Hunnam, celui qui jouait dans Sons of Anarchy, dans D'accord. Le Roi Arthur de... Et il y a Tom Holland aussi dedans. D'accord, très bien. Ok, d'accord, ça marche. Bah écoute, Voilà. parfait, Et Lucas. pour un petit goût pour son prochain film, le synopsis qui, vous allez comprendre, est totalement dans la veine de James Gray. Je vous lis le synopsis tel quel. Deux frères qui, voulant profiter du rêve américain, se retrouvent empêtrés dans une sale affaire liée à la mafia russe qui terrorise leur famille, mettant leur relation à rude épreuve, alors quitte à laisser apparaître la trahison. Voilà, donc on Eh va ben, voilà. évidemment être dans une famille à Ouais. la fois, je pense, entre-soudée et déchirée. Donc voilà, j'ai très très hâte. Pour l'instant annoncé pour 2026, mais il n'y a pas plus de nouvelles là-dessus. Eh ben, très bien. Bah écoute, on peut enchaîner tous avec le dernier film de Guillaume Ah, et ou petite alors vous voulez qu'on- anecdote, finalement, Ah, pour dis-nous. finir, le tournage vient de débuter, puisqu'il débute en juin 2025 dans le New Jersey. Eh ben, Donc, le parfait. tournage vient de débuter. Voilà, c'est tout pour moi. Eh ben, parfait. Merci beaucoup, Lucas. Et puis voilà, ouais, on a pu découvrir le cinéma de James Gray grâce à toi et on espère que vous aussi, si vous ne l'avez pas vu ou si vous l'avez vu, vous aurez envie de redécouvrir ce cinéma avec cette belle présentation faite par Lucas. Merci beaucoup, Lucas. On passe à Guillaume peut-être, je Ouais, sais pas, est-ce comme que vous voulez. juste pour conclure, un petit tour de table, est-ce que vous en avez un qui vous attire plus dans la liste soit je vous la refais, soit vous en avez un qui vous avez Moi, flashé c'est sur un. plutôt, moi, c'est peut-être Two Lovers qui m'attire le plus, Two mais en Lovers, fait, ok. voilà, il y a évidemment les trois The Yard, La Lune nous appartient et Two Lovers sont les trois qui sont dans ceux que j'aurais envie de voir prochainement. Mais je sais pas, moi, c'est, de niveau pitch, c'est plutôt Two Lovers qui m'attire bien, mais voilà, les trois me disent bien. Mais avec, comme tu me disais, The Yard, malheureusement, malgré le fait qu'il y ait eu, il n'ait pas eu la main complètement dessus, le film est quand même de bonne qualité, Oui, tu disais, ouais. ah oui, il est- c'est pas du, On sent pas qu'il est charcuté ou autre chose comme ça, Ouais, non? non, c'est pas les 4 fantastiques avec Miles Taylor, justement, à l'époque, pour le coup, Ouais. ou Suicide Squad de David Ayer, quoi. Bon, après, je pense que Ouais, ça aurait ouais. été nul, même sans le cut de la prod. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Non, non, pour le coup, ça vaut vraiment le coup d'être vu et c'est vraiment sympathique, The Yard. Très bien, Et ok. toi, Et toi, Guillaume, Guillaume est-ce que ça en- Alors moi, honnêtement, pour la petite anecdote, au collège, je voulais voir World War Z en streaming, et à la place, je devais me taper les 20 premières minutes de The Lost City Z. Et je me suis dit, mais c'est quand que je vais enfin voir les zombies? Et quand j'avais compris, je me suis trompé de film, du coup, j'ai quitté. Et en vrai, comme guise de vengeance, j'aimerais bien, du coup, revoir le film Ah, c'est et pas mal. me dire, ah ouais, c'était quand même pas mal, quoi. Et tu t'es pas dit qu'il ressemblait pas à Brad Pitt? Bah, il ressemble un peu, Oui. tu me diras. Je me suis dit, mais putain, mais quand même, c'est bizarre que ce soit en pleine nature, le truc. Je croyais que c'était dans une grande ville. Oh, putain, Mais et au voilà, fond de la bon. jungle, quoi. Non, bah, très bien, bah, Et très bien. là, Ah, bah, et là, en regardant Lost City of Z, il va tomber sur un World streaming de War World War Z dans le sens inverse. Oh Ouais. putain, il va voir Exactement. Brad Oh, il y a un Pitt. hélicoptère dans la forêt, Ouais, là, je Brad comprends Pitt pas. qui boit du coca, Ah ouais. là, ou du Pepsi, là. Bon, ça tient. Ouais, oh putain, c'est vrai que ça, c'est un film que j'ai vu à l'époque, j'avais trouvé pas trop mal, mais je pense que si je le revois, je le déteste. Bah, hein. je l'ai jamais vu et je pense jamais le voir, quoi. Et du coup, Guillaume, tu l'as vu ou pas, ce film, finalement, World War Z? Ah oui, c'était de la merde, Ah bah voilà, mais bon, bon, bah, très bien. heureusement que je l'ai vu. Ouais. Bah, Et il merci. y avait un 2 en préparation qui a jamais vu de jour, hein, d'ailleurs. Bon, peut-être tant mieux, hein, si c'était nul. C'est pas, hein. Non, mais voilà. Bon, bah voilà, Bah, merci écoute, pour on- cette anecdote et ce petit avis express sur World War Z, effectivement. On peut Voilà. du coup enchaîner si tu veux, Ethan. Ouais, on te laisse la main, Guillaume, pour le dernier film. On te laisse parler du film que tu as choisi. Puis voilà, terminer tranquillement ce premier épisode de Film Triangle. Voilà. Guillaume, je te laisse nous parler de ton film. Alors, du coup, moi, personnellement, j'ai pris Enquête, c'est un citoyen au-dessus de tout soupçon, réalisé par Elio Petri, qui est un film italien, réalisé dans les années 70. Je parle du film d'abord ou je parle de pourquoi j'hésite? Bah, pourquoi est-ce que tu as choisi Ouais, ce pourquoi film tu l'as déjà? choisi? Je vais d'abord dire ça. Alors, je pense que j'ai pris ce film surtout pour déjà parce que j'aime beaucoup les films italiens de cette époque, surtout les comédies italiennes, qui est un des cinémas qui m'a le plus influencé. Et même si c'est pas du tout même un film comédie,
je dirais que les scènes un peu comiques de ce film ont vraiment, je sais pas comment dire, mais bah déjà ça ressort beaucoup de ce cinéma-là. Et puis, je trouve que c'est très intéressant quand on veut un peu étudier le cinéma italien, de regarder ce film et de voir comment la comédie italienne peut influencer sur les films qui ne viennent pas de cette catégorie-là. Et puis, point important, je pense que c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup influencé, c'est le côté poétique du film. C'est bon, je pense que vous avez remarqué que c'était un film très engagé. Oui. Bien sûr, ouais. Du coup, je raconte le pitch. Mais en gros, c'est dans les années 70, dans la même époque où le film se déroule. On suit un. Alors, ça fait un petit moment que je l'ai pas vu, mais c'est le chef d'une brigade criminelle qui est sur le point d'être promu poste du directeur Ouais. dans la politique. Et donc, alors qu'on lui annonce sa promotion, il va voir sa maîtresse et il l'égorge dans sa chambre. Et alors qu'on s'attendait à à ce qu'il cache les preuves, il décide au contraire de semer des preuves de sa trace, de tout faire pour qu'on l'accuse, pour ensuite, voilà, je spoil pas, c'est vraiment dans les premières scènes, enfin dans les premières Ouais, bien minutes. Oui, sûr. c'est au tout début. On te met, enfin évidemment, il y a des gens qui se mettent quand même à douter et tout, à des policiers. Et du coup, il sème ses preuves pour prouver à lui-même et pour peut-être prouver à je sais pas qui, vous le saurez en regardant le film, il est au-dessus des lois et qu'il est intouchable comme si c'était Dieu qui décidait de faire du mal à ces êtres, à ces petits êtres pour prouver que c'est un mec tout puissant, quoi. Et je pense que, pour donner du contexte, même si j'avais prévu de le donner dans la chronique, mais j'ai envie d'en parler un peu. C'est suite à des sortes d'injustices, des injustices de la police que le réalisateur Elio Petri a décidé de faire ce film. Pour donner un peu un contexte au réalisateur, j'avoue que c'est pas un réalisateur que je connais, c'est mon premier film que j'ai vu de lui et le seul. Mais je pense que, bah, déjà je verrai tout ce qu'il fera un jour, c'est sûr. Pour donner un exemple, son deuxième film le plus connu à part celui-là, ça s'appelle La classe ouvrière va au paradis. Donc voilà, ça donne quand même un aperçu de que la Ouais. politique joue un gros rôle dans ces films et on peut aussi deviner son orientation qui est quand même extrême gauche, voire anarchiste. Voilà, je dirais que c'est un film que j'ai vu il y a quand même 4-5 ans et qui m'a quand même. Je pense que c'est quand même un de mes premiers électrochocs dans le fait que je pense que chaque film est poétique et que l'analyse politique est quand même une des facettes les plus intéressantes quand on parle d'un film. Donc voilà, j'aimerais bien avoir votre avis, parce que, oui, voilà, c'est tout. Je ferai une chronique plus tard pour être plus en profondeur pour le film, mais d'ici là, sûr de voir ce que vous en pensez d'abord. Vas-y, bah Ethan, tu veux commencer vu que t'as pas encore commencé Oui, bah alors c'est vrai que le film c'est marrant parce que je l'ai rattrapé voilà il y a quelques heures, je l'ai vu juste avant de faire le podcast. Ce qui est quand même assez fou, c'est que donc évidemment je connaissais un petit peu, j'avais regardé quand même rapidement le synopsis, mais j'étais surtout d'abord perdu, je comprenais pas pourquoi est-ce que enfin ce que faisait le personnage, j'avais pas compris tout de suite moi qu'il était en train de voilà dissimuler sa présence pour se prouver des choses à lui-même ou prouver quelque chose de plus profond. Je trouve que, bah, alors, je sais pas si c'est. Est-ce que c'est issu d'un livre, Guillaume, tu sais, ou c'est vraiment un scénario original qui a été écrit comme ça, ou c'est issu d'une histoire vraie, ou quelque chose comme ça? Ouais, ça vient d'un livre de base, il me semble. D'accord. Je Parce que regarde. je trouvais que ça ressemblait ouais, très, très à quelque chose de littéraire et de récit, enfin, ne serait-ce que dans l'originalité de la chose et la construction un Ah petit non, non, peu non, de. désolé, pour vous dire avec notre film, non, ça vient pas d'un livre, en fait. Ah, donc c'est une création originale. Ouais, création originale. Ok, parce que je trouve le scénario pour le coup vraiment, je trouve l'histoire assez folle et enfin, même le titre, je trouve le titre est vraiment voilà enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon. Et je trouve rien que le titre et l'histoire est assez original. On s'y prend totalement, mais il faut pas s'attendre non plus à regarder un film, comment dire, un film d'enquête. C'est pas ça du tout dont il est question. C'est beaucoup plus abstrait. Il y a même certains moments où on n'est pas exactement sûr de ce qu'on voit. Il y a beaucoup de place à l'interprétation personnelle, au message aussi, parce que tu vois, Guillaume, rien que dans ce que tu as dit, moi, je n'étais pas totalement d'accord avec toi, mais peut-être que je l'ai mal perçu. Quand tu dis
on a l'impression que c'est quelqu'un qui veut juste prouver qu'il est au-dessus des lois et qu'il peut faire ce qu'il veut, etc. Et qui en est. Enfin, j'ai l'impression que quand tu dis ça, tu dis genre le personnage est heureux de ça. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt un personnage qui est profondément malheureux et qui tout au long du film, genre ne comprend pas pourquoi est-ce que quoi qu'il fasse, il sera jamais puni, tu vois. Et en fait, je trouve que c'est ça aussi qui est assez complexe et qui voilà ouvre pas mal de choses, notamment sur la dernière partie que je vais pas spoiler. Mais je trouve que c'est toute cette complexité là, cette double lecture et c'est vraiment le type de film qu'on peut voir plusieurs fois pour ensuite y comprendre d'autres choses. Donc de ce côté-là, En fait, t'as raison, mais c'était juste que c'était un développement de personnage que j'osais pas dire du coup, parce que ah du bah coup, après tu pourras le redire comme nous on avait fait, mais du coup voilà, moi je trouve que c'était assez fou. Je trouve qu'il y a même des pour le coup, il y a certains de ces films-là où, par exemple, je pense pas que c'est un film que je retiendrai tout le temps, que c'est un film que je vais adorer ou autre, mais par contre, il y a des scènes qu'on oublie difficilement parce qu'il y a vraiment des scènes à des moments où on est vraiment pris dedans, notamment par l'absurdité de l'écriture. Je trouve que c'est là où on dit que toi, tu dis que tu aimes bien les films à comédie italienne. Moi, je parlais que tu voulais faire le lien, peut-être que tu vas le faire aussi dans ta chronique, mais c'est vrai qu'il y a des moments où, peut-être comme le film de Blier dont j'ai parlé au début, c'est pas du tout un film au sujet gay, c'est pas du tout un film qui et une comédie ou autre, mais il y a quand même certaines scènes assez surréalistes et totalement absurdes qui peuvent faire rire tellement ça en devient fou. Je sais pas ouais. si je peux expliquer, mais par exemple, il y a un moment où, enfin moi pour moi il y en a deux, il y en a une un peu où il y a une sorte d'interrogatoire et il va essayer de faire dire à quelqu'un quelque chose de totalement faux en fait en l'harcelant un peu. Et moi après ça me faisait rire parce que je trouvais le truc, enfin l'évolution de la scène assez dingue. Et il y a surtout un autre moment où presque enfin sans spoil, le personnage a presque avoué ce qu'il a fait et en fait la personne en face va être complètement déconnectée de son discours et va limite rien entendre en mode tu sais il y a le son mais enfin non il y a l'image mais il n'y a pas le son quoi, vraiment c'est clairement ça. Donc non, moi pour toutes ces raisons-là, je trouve que c'est un film que je retiendrai plutôt pour ses scènes que pour son contenu en général, mais que voilà, c'était un bon moment et pour le coup, faudra peut-être le noter parce que c'est le premier podcast où il y a 3 films de qualité parce qu'il est possible qu'ensuite il y en ait où on en ait qu'un seul qu'on aime ou pas du tout, Oui, quoi. j'ai eu un petit Ah ouais. leak d'un film qui peut arriver prochainement, je pense. Ah bah, moi j'avais même prévu, mais j'étais pas vous, moi j'avais même prévu de dévoiler à la fin de l'épisode le prochain film que je vous ferai regarder à vous deux, mais oui, c'est possible que. Ah Mais oui. il y aura plein de choses à Ah dire. oui, Bon, mais bref, c'est pas le sujet. alors il aurait peut-être fallu nous prévenir avant qu'on choisisse aussi un film, quoi, parce que... Non, Ah mais oui. c'est pour ça. Non, mais voilà, mais mais non, mais du coup, j'aurais dû vous dire avant. J'ai même pensé Bon, pendant moi, l'épisode à vous dire ça, Oh, le mais c'est pas grave, guet-apens, on quoi. se dira ça ultérieurement. Mais bon, excusez-moi, mais du coup, on divers, mais oui, effectivement, voilà, le prochain film que je choisirai, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire dans les anecdotes et dans tout ce qu'il y a autour, etc. Mais le film, par sa qualité, je sais pas s'il vous plaira du tout. Ouais, Moi, pour le coup, je l'avais bien Guillaume, aimé. Bon, bref, c'est pas la question. Guillaume, t'es pas prêt pour le film d'après, vas-y, continue. Ah non, t'es pas prêt du tout. T'es pas prêt du tout. Vous allez voir ce que c'est. Enfin, tu vas voir, Guillaume, c'est assez. En plus, enfin, bref, tu vas voir. Mais Ouais. donc, du coup, voilà, sur ça, de façon générale, je sais pas si Guillaume, t'es assez d'accord avec ce que j'ai dit ou tu comprends le message de façon générale, si je l'ai bien expliqué. Mais voilà, moi, c'est un peu tout ce que j'ai pu ressentir en regardant ce film-là. Voilà. C'est marrant parce que moi, c'est plutôt l'ensemble qui m'a vraiment plu plutôt que les scènes individuelles. Genre, d'ailleurs, vu que t'aimes beaucoup les jeux d'acteurs, t'en as pensé quoi de la prestation de Maria Volonté, le personnage Bah, principal? Moi, j'ai trouvé effectivement, incroyable. ouais, bah alors déjà, du coup, pour le coup, je sais pas, ou alors peut-être que je tilte pas, mais je crois que je l'avais jamais vu dans un autre film. Il joue J'ai dans, peut-être jamais il repéré. joue dans deux Sergio Leone. Ah, et bon bah voilà, bon bah non, j'ai pas encore vu de Sergio Leone malheureusement, j'ai encore beaucoup de culture à rattraper. Mais du coup non, je l'avais pas vu. Bah écoute, le personnage est assez bon dans ce côté un petit peu torturé ou autre, enfin surtout voilà, où on a vraiment du mal, notamment pour son jeu et pour son écriture, pour ses dialogues et aussi parce que montre le film, à comprendre ce qu'il fait réellement. C'est-à-dire que moi je te dis, hein, qu'au début, moi j'avais pas compris qu'il dissimulait par exemple ses traces ou autre, et il y a plein de moments où on comprend pas réellement ce qu'il veut faire, on le comprend que plus tard, ou on croit le comprendre en tout cas. Et donc voilà, de ce côté-là, c'était assez réussi. Après, voilà, je t'avoue que c'est pas par rapport aux 2 films qu'on a eu tout à l'heure, je mettrais pas, le film entier sur, sa performance. Pour moi, le film est plutôt fort dans son écriture ici, là où les autres films qu'on a évoqués plus tôt sont, aussi portés et sublimés par des acteurs. Là, l'acteur est bon, mais c'est plutôt pour moi, l'histoire en général qui est à retenir sur ce film. Voilà. Ouais, je vois, d'accord. Ouais, juste pour préciser, il joue aussi dans le Cercle Rouge de Melville. Oui, Ah bah voilà, tu vois, je suis censé le regarder celui-ci, donc bon. Voilà, ça c'était la petite anecdote. Le fact-checker. Le fact-checker, moi je trouve que c'est que du fake. Hein. Ouais, là. C'est pas sourcé. Non, non, il joue aussi dedans. Bah alors moi pour le coup vous avez pas mal dit, donc c'est un peu plus compliqué de passer derrière. Donc moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Donc comme on l'a déjà dit, donc
que c'était vraiment un film très engagé, très, très intéressant sur finalement sur l'impunité en fait des représentants du pouvoir et des instances. Et je trouve en fait un débat que ça peut amener et que je trouve intéressant, c'est entre guillemets dans cette non-condamnation, ça met un peu la question de est-ce que quand on condamne un représentant de la loi, c'est vu comme une remise en question de la loi en elle-même? Parce qu'en fait j'ai l'impression que les personnages, sans spoiler ni rien, il y a cette question qui est mise à un moment en mode est-ce que si vraiment on va contre ce pouvoir, enfin contre ce type, pardon, est-ce qu'on n'irait pas un peu contre tout de manière générale et que du coup on se bride à ce moment-là? Et je trouve que c'est là où le personnage principal joue, entre guillemets, puisque moi j'ai pas forcément vu, peut-être un peu plus sur la fin, mais au début moi je l'avais plus vu, tu vois, comme un personnage où c'était plus de l'ego en fait. Moi j'avais plus interprété comme ça, qu'il a une position de Ouais, mais pouvoir. Ouais, bah, après, la façon dont avance le film, oui, quand pour ça moi, ça avance, oui, mais construit au totalement ce début, passage-là. oui, mais au début, pour moi, c'est Mais moi, vraiment un move d'ego. En fait, c'est un move de, en fait, c'est au-dessus de tout soupçon, mais ouais, au-dessus de tout le monde, en fait, de manière générale, en fait. Genre, je vois vraiment ce personnage comme ça par rapport aux autres. Genre, ouais. comment dire, une sorte de mépris, en fait, par rapport aux autres, parce que, bon, il y a, comme on a dit, ce côté provocation. Justement au niveau des instances par rapport aux indices laissés, en fait pour montrer une sorte d'incompétence et un peu le montrer, enfin ou en tout cas lui le considérer comme justement, on va dire, hein, le seul intelligent dans le lot. Tu vois, c'est un peu comme ça que je percevais que le personnage se percevait par rapport aux Ouais, autres. bien sûr. Très compliqué, mais j'espère que ma phrase est claire. Non, non, mais bien Et sûr. pour moi, là, Mais il est presque un peu représenté comme ça aussi par moment, hein, oui, notamment dans clairement. la scène surréaliste que je vous ai décrit un petit peu tout à l'heure. Enfin, Ouais. pour ceux qui vont vivre, ils voient exactement de quelle scène je parle. Et ben dans cette scène-là, ça pour le coup, vraiment, c'est représenté en Mais parce mode, que moi, c'est que des benets autour de lui. C'est le seul qui est vraiment. Parce que moi j'ai Et une c'est autre même presque scène affolant. moi j'ai une autre scène en tête, pardon, mais je suis pas sûr que ça soit la même. Moi je peux le dire ce qu'elle implique. Elle implique un vendeur de cravates. Et cette scène, je trouve que moi, elle catalyse justement ce qui se passe entre guillemets à la fin de la scène sans spoiler. Justement, c'est Ouais. en fait j'ai l'impression que tout le film peut être résumé, en tout cas une grosse partie du film peut être résumée juste dans cette scène, sur ce qui se passe à la fin, sur le côté Oui. justement gros, on va dire gros avec des guillemets. Et que justement, c'est pour moi à partir de ce moment-là que je considère vraiment, enfin que j'avais acté en tout cas pour, on va dire, la majeure partie du film, ce côté égo, parce que pour moi c'est vraiment un move d'ego en mode, vas-y jusqu'à où je peux gratter, jusqu'à où je peux aller, tu vois. Et moi c'est Ouais. là où je trouvais ça vraiment intéressant. C'est bon, évidemment cette évolution que je trouve en fait subtile, parce que je crois qu'on en avait parlé, Guillaume, vite fait, mais moi, c'est vrai que les films un peu comme ça, très marqués, très caricaturaux, on va dire, c'est pas quelque chose qui me plaît de base. Mais là, je trouve que on est sur quelque chose de très bien écrit, très bien amené et qui évolue très bien. C'est-à-dire que, effectivement, c'est quelque chose de très grossier, on va dire. C'est pas grossier dans le terme, c'est grossier, Par mais moment, moi je trouve que c'est par moment. Désolé de te couper, je trouve que c'est par moment en fait. C'est là où peut-être c'est ce oui, que tu veux dire aussi justement. exactement. C'est bien dosé, donc du coup on le sent presque C'est pas. pas de la de la surenchère bourrative, voilà. C'est vraiment Ouais. petit à petit, on amène des éléments en plus, des situations en plus, des comportements en plus. Et je trouve ça pas mal. Et évidemment, bon, bah, la fin que je trouve très très bien, mais que du coup je ne raconterai pas. Mais ouais, tout ce qui se passe autour de la fin, vraiment la fin, je trouve ça vraiment passionnant et je trouve que du coup ça prolonge entre guillemets le débat du film. Parce que, Oui, ouais, c'est le même avec. ouais, donc voilà. Clairement, moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé, que je connais pas forcément plus que ça le cinéma italien, donc voilà, c'est une très bonne porte d'entrée. Enfin, pas une porte d'entrée parce que j'en avais vu d'autres, mais je veux dire, c'est quand même quelque chose qui peut être un sujet universel. On va dire les instances, surpuissantes entre guillemets et impunies. C'est quelque chose qui peut toucher en plus dans différents pays. Donc Dans voilà. tout, Voilà. dans Donc tous les clairement, domaines voilà. aussi. Pour résumer, si Guillaume, tu veux reprendre la main, rebondir sur quelque chose. Oui, alors moi, ce que j'ai du coup, un des éléments que j'ai vraiment aimé, c'est le côté. Je sais pas si vous avez vu un peu le. Enfin, moi au premier visionnage, c'est un truc qui m'avait quand même pas mal déplu. Enfin, ça m'avait même pété les couilles. C'est la musique. La Ah, musique, je l'ai trouvée insupportable ouais. avec le. Très répétitive. Moi, j'ai mis simple et répétitive. Je me suis noté ça, moi. Ouais, non, vous savez, le monstre fait bling bling, un truc comme Oui, bah ça, c'est non? ça. Ouais, C'est oui, bah, c'est bling. hyper répétitif ce truc. Ouais, et du coup, je me suis dit, mais pourquoi il a mis ça alors que c'était un film sérieux, tu vois? Et en fait, avec du recul, je me suis dit, comme il y avait pas mal de comédie dans le film, surtout, qui se voit surtout avec l'absurdité du personnage principal qui est pathétique.
il y a un moment où il pleure comme un enfant. Oui. Enfin, quand comment il traite aussi les militants aussi. Enfin, je sais pas, il y a un côté très, ouais, c'est un film caricatural, quoi. Enfin, Ah bah c'est. clairement, c'est même les situations en soi sont. Oui, Oui. le postulat est grotesque entre guillemets quoi. C'est vraiment du. Moi, c'est plutôt enfin, je sais pas, moi, c'est plutôt le mélange de genres qui m'a vraiment plu. Ouais non, c'est vraiment Le bien fait fait. que ce soit un personnage quand même qui pense. Enfin, moi, la façon comment j'ai interprété, c'est que le personnage principal pense être plus intelligent que les autres en étant, comment dire, en mettant son individu en avant et en montrant quand même que la justice est quand même injuste et lui, il vaut quand même mieux que ça, quoi. Et après, bon, je vais pas en dire trop sur la fin, mais il se fait quand même un peu remettre à sa place, on va dire, sans aller plus loin. Et je sais pas, c'est le fait de, oui, de juste montrer que ben la police c'est pas bien. Voilà, c'est tout le monde le sait, mais je sais pas, juste le montrer de cette façon, je trouve ça assez original de montrer un individu quand même qui est quand même ben, un sacré bâtard et qui fait partie des rouages d'un système encore plus grand, quoi. Je sais pas. Moi, c'est une manière quand même assez absurde que j'ai trouvé très efficace et qui m'a pas mal plu. Et ouais, voilà. J'allais ajouter un truc, mais ce sera pour la chronique. Si vous avez d'autres trucs à dire. Alors moi j'ai peut-être un truc à dire, tu sais quand tu dis, enfin c'est plus pour compléter parce qu'en soi je suis complètement d'accord, quand tu dis qu'il fait partie des rouages, mais au final c'est cette position on va dire le protège à ses dépens aussi. Et Oui. c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'en fait on n'est plus du tout dans l'individualité, mais on est vraiment dans que représente la personne. Et c'est pour ça que je mettais un petit peu au début, moi, la question du débat entre est-ce que quand on sanctionne un représentant de la loi, est-ce que ça envoie pas un petit peu un signal de on remet en question la loi en elle-même, les instances, etc. et donc un mauvais signal. C'est un peu contrevu avec le personnage de. Souvenir, je sais plus s'il est communiste ou anarchiste dans le film. L'autre personnage, je sais plus, Ethan, si tu l'as vu Ça me récemment. rappelle plus. Ah, Non, pour moi, il est anarchiste, moi. ouais, Pour anarchiste. moi. Enfin, bon, en gros, qui Ouais. dit. Qui justement parle également du personnage au travers de cette position et qui lui non plus n'est plus du tout dans l'individualité du personnage sans en raconter parce que si je raconte c'est un peu dommage Ouais. mais voilà qui en gros ce personnage au final enfin je dis au final mais dès le début hein, c'est pas une finalité au final est vu au travers de sa position et plus du tout sur son individualité et c'est là où ça soulève un truc intéressant par rapport bah, justement à toutes ces condamnations de personnes représentant des instances ou des représentants de loi, enfin voilà, on va dire des personnes autoritaires qui ont l'autorité légalement. Ok. Voilà, Ethan, je ne sais pas si tu as quelque chose en plus à dire, sinon Guillaume peut dérouler la chronique. Hein. Ah non, moi je voulais laisser Guillaume continuer parce que c'est vrai que sur ça, encore une fois, et on a moins de débats parce qu'on est assez d'accord sur le truc. Il y a Oui, quelques endroits où il y a plutôt des convergences sur l'interprétation qui peut être faite différente, mais c'est aussi ce que cherche le film. Et comme tu disais, Lucas, alors je sais pas si c'était une question ouverte ou si tu disais ça de façon sûre, mais quand tu dis est-ce que quand on travaille en même service dans une police ou autre, on a peur de sanctionner parce qu'on se dit que du coup le problème va être mis sur ça en général, bah, c'est un peu un problème qu'on retrouve dans plein de films, notamment bah, dans celui qu'on a vu à Cannes et qui sortira prochainement là sur le truc dossier 137 de oui, Dominique Moll, c'est ça, c'est qu'en fait, t'attaquer au sein d'un même service, c'est toujours compliqué et c'est toujours mal vu parce que vous représentez au final la même chose. Mais moi, j'ai pas l'impression que le film voulait nous montrer ça. Il voulait plutôt montrer l'impunité et la double vitesse aussi de la justice à certains moments et aussi la façon dont on peut devenir intouchable juste par un poste aussi. Mais au-delà aussi dans autre chose, c'est à quel point certains postes comme celui-ci euh, nous rend intouchables, mais comment dire, de façon raisonnée. C'est-à-dire que à aucun moment, il y a plein de personnages qui se disent ce mec, c'est pas possible, vu ce qu'il représente, vu ce qu'il est et tout, on peut pas, voilà, on peut pas avoir le moindre soupçon parce que ça n'est pas possible pour nous, ça n'existe pas ce genre de choses, tu vois. alors, Au-delà du fait de ne pas sanctionner. ouais, je suis complètement d'accord, mais du coup, pour développer mon avis, parce que je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, je vais citer deux scènes, mais qui du coup parleront qu'à vous et qu'aux personnes qui l'ont dit, parce que du coup je ne développerai pas ce qu'il y a dans cette scène. La première, c'est ce que dit ce personnage du communiste par rapport à justement le fait de le maintenir dans cette position. Et, et le petit 2, c'est... alors putain, alors ça... Je vous dis pas quand c'est, mais une séquence du rêve. Voilà. Ce qui se dit dans la séquence du rêve avec une lettre. Ouais. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je veux pas en dire plus. C'est Mais... une énigme, hein. Une énigme aux gens, toi. Bah, tu l'as vu il y a 1 heure, le film, l'énigme, c'est t'as pas Je été. sais, je sais, je sais.
Je sais, mais Mais du coup, voilà. Non, mais comme ça, au oui. moins, ça spoil pas aux gens. Ceux qui l'ont vu voient ce que je veux dire. Mais pour moi, dans ces deux scènes, on est clairement sur. Bon, effectivement, le communiste, il a pas de raison de sanctionner, machin, mais la position passe au-dessus du représentant de la loi. Et est-ce que faire Ouais. sauter le représentant de la loi est vraiment une bonne chose par rapport, à la fois pour le communiste, par rapport à ce que lui il représente, et à la fois par rapport au représentant avec l'histoire de la lettre, par rapport à ce qu'il représente. Moi, c'est plutôt sur ces deux scènes-là. Sinon, tout le reste sur le côté. On n'y croit pas, ça peut pas être lui. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je parlais vraiment de ces deux scènes en particulier, qui en plus interviennent plutôt dans une deuxième moitié de film, quoi. Ok. Voilà. Parfait. Bon, bah, je pense, mon petit Guillaume, tu vas pouvoir nous Ouais, on dérouler te laisse enchaîner. ta chronique. On te laisse Bon, alors, enchaîner pour conclure ce beau premier épisode on qui va en amènera d'autres, on peut-être faire espère. moins de 2 heures, donc en plus, on n'est pas trop mal. Hein. super. Bah ouais, En exactement. plus, je préviens, ça va être une petite chronique. Hein, voilà, Il y a deux phrases. Alors, terminons les gars. De toute contexte. façon, j'ai l'impression que c'est celui où on a dit le plus de choses dans les ressentis, dans l'analyse sur les autres, parce que le premier, on n'était plutôt pas d'accord. Le deuxième, bah, malheureusement, il se passait de mots, c'est plutôt un truc à voir. Et Lucas, c'est pour ça que tu as bien fait de retranscrire de façon générale l'univers du réalisateur. Et là, j'ai l'impression qu'on a, On est plutôt on a d'accord. pas hein. mal parlé du fond sur celui-ci. Oui, oui, bah oui. Mais vous inquiétez pas, sur le prochain épisode, on va régler ça. Attends, et juste une aparté de 2 secondes, sans spoil. Genre, tu penses vraiment qu'il y a un débat sur le truc que tu veux proposer? Ah non, mais pour moi, la façon dont ça va être montré certaines choses, oui, pour moi, il y a des D'accord, choses à dire. ok, bah j'ai hâte. Vas-y. Moi, Non, je suis c'est curieux. Mais vous l'avez pas vu, D'accord. vous l'avez pas vu en plus, vous l'avez pas vu le film. Ah ouais? Attends, on peut dire tout de suite, de toute façon, Lucas, il va reprendre au moment de ta chronique, mais je peux te dire Non, ce mais que en c'est. vrai, Guillaume. à la fin du podcast, tu dis ce que c'est le film, comme ça les gens vont comprendre. Non, on peut dire maintenant, on s'en fout. Ah Bah, oui, je bah, le dis si pas tu aux veux. gens. Ah, tu le dis aux gens ou tu penses? Ah non, mais on le dit pas ouvertement. Ah, tu veux pas faire une petite teasing? Parce que là, on va parler de trucs que les gens vont pas savoir ce que c'est. Hein. Si, je teaserais, mais en gros, c'est un film réalisé par l'un des plus grands tâcherons de l'histoire du cinéma, qui s'appelle Joel Schumacher, ça, hein, Schumacher. Ouais, ouais. Donc le réalisateur voilà, de Batman et Robin, quoi. Exactement. Ah. Et le film, c'est Le Nombre 23 avec Jim Carrey. Ah putain, oui, je crois que t'en avais parlé, putain. Voilà, donc Ouais, on bah va voilà. passer une super Ok, après-midi d'accord. à regarder ça, quoi. Non, bah en vrai, vous allez pas. Alors, faudrait que je vais le revoir aussi avant quand même, mais vous allez pas attendre de détester que ça. Et puis surtout, il y a plein de trucs à dire autour. Quoi. Un peu curieux de pourquoi t'as pris ce film, ça doit Oui, être en vrai, intéressant. moi je suis plus curieux de pourquoi il l'a choisi que de. Ah oui, du pourquoi je film. l'ai choisi aussi? Bah oui, pour le coup, pourquoi je l'ai choisi, Mm. etc. Ouais, non. Pas de souci. Non, mais bon, ça va être marrant. Non, mais pour le coup, j'ai bien hâte que vous voyez ce film. Moi Ouais. aussi, j'ai bien envie de le revoir, donc bon. Mais voilà, ce sera mon prochain film choisi. Voilà, petit teasing pour tout le monde et on verra le reste plus tard. Bon, bah Guillaume, du coup, tu peux commencer ta chronique. Ma petite chronique. Alors déjà, je vais commencer par une citation parce que j'adore utiliser les citations. Alors, Elio Petri a dit un jour, on ne peut que lancer des bobines à la tête des gens, mais les lancer comme des pavés. Et je pense que c'est une phrase qui résume plutôt bien son cinéma, qui est quand même un film très marteau-piqueur. Genre, il prend des idées, il les met dans son film et il les enfonce dans la tête des spectateurs. Je vais un peu quand même d'abord décrire un peu le film, qui est un truc qui m'a vraiment pas mal plu. C'est que ça a subverti les codes du policier pour un peu transmettre son message. Pour moi, la façon dont j'ai interprété le film, c'est que c'est une enquête inversée où l'assassin utilise son intellect pour se faire attraper au lieu de justement essayer d'échapper à la police que le film critique. Pour donner un peu des contextes, le Elio Petri, accompagné de l'acteur principal Maria Volonté, enfin Gian Maria Volonté, je ne sais pas si je le prononce bien vu que c'est italien, ont un peu eu vent d'un attentat qui a eu lieu dans une pizzeria, qui a fait, si je me rappelle bien, une soixantaine de morts et de blessés. Et c'est un peu comme un événement marquant dans l'histoire de l'Italie et qui a donné lieu à des manifestations de plus en plus violentes entre les militants et la police, et qui a donné naissance aussi aux années de plomb, comme ils aiment les appeler, qui a donné lieu à des arrestations, à de nombreuses arrestations, je dirais peut-être des centaines et des centaines, comme on voit dans les films d'ailleurs. On a vu quand même un moment où des manifestants ont été arrêtés par la police et entre guillemets torture, enfin non, même pas d'entre guillemets, il y a eu des tortures morales et physiques envers eux. Et on peut aussi voir une explosion dans un commissariat qui s'est réellement passé dans la vraie vie. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le film était très actuel à l'époque où il est sorti. Et c'est sûrement une des raisons de son succès. Il y a eu tellement de monde au premier jour qu'on a dû fermer des routes
à cause des queues qui étaient gigantesques. Et ça me permet du coup d'aller dans un autre sujet qui est très intéressant. C'est qu'Elio Petri a une vision de l'art très... je pourrais même dire qu'il voit pas vraiment le cinéma comme de l'art, mais comme pas de l'art comme on l'entend. C'est-à-dire que la critique, souvent de gauche d'ailleurs, un peu de droite aussi, a critiqué son film en étant très cru, peut-être un peu caricatural sur les gens qui manquent de profondeur, entre guillemets. Et Elio Petri a répondu par, je cite, si l'art doit devenir une discrimination supplémentaire au-delà des autres discriminations, alors on s'est trompé. Et je pense que c'est quelque chose qui décrit aussi très bien son cinéma, et même le cinéma italien populaire des années 60-70, qui était très porté sur la comédie, mais en même temps qui est porté sur sur les misères sociaux et sur les problématiques de cette époque. Je prends un autre réalisateur que j'aime beaucoup, qui est Lino Risi, qui est un réalisateur de la comédie italienne aussi, et qui a pour habitude de prendre deux personnages qui viennent de milieux sociaux différents et qui ont des idéologies différentes, et qui les met dans des situations qui les mettent hors de leur zone de confort pour justement utiliser leur caricature pour parler de choses qui sont très importantes, enfin qui sont très actuelles. Et voilà. Je pense du coup que pour les gens qui sont quand même assez ouverts sur la politique et très très curieux, c'est un réalisateur qui peut être très pertinent pour vous. Et je pense que c'est une très bonne porte d'entrée pour le cinéma un peu politique, et pour le cinéma italien d'ailleurs, si vous aimez la politique. Donc je finirai par la conclusion qui est que je pense qu'un film engagé politiquement devrait être accessible à tous et devrait juste en premier lieu être. Je pense qu'un film qui engagé perdrait si il chercherait à convaincre des spectateurs plus élitistes entre guillemets. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans le film d'Elio Petri, c'est que c'est à la fois très... Il y a beaucoup de débats, on a parlé beaucoup de choses autour du film, mais en même temps, je trouve qu'on s'ennuie pas. C'est quelque chose on se laisse porter par le film, on se fait divertir par les acteurs, je trouve que il y a un côté très ludique dans le fait de suivre un mec qui veut juste se faire attraper, entre guillemets. Et voilà. Je finis sur ça. Eh ben, parfait. Eh ben, Merci beaucoup, parfait. Guillaume. Est-ce que je peux faire un petit rajout pour les gens Le film, il avait eu le Grand Prix du jury à Cannes en 1970, Ah et oui. le réalisateur a eu la Palme d'Or 2 ans après pour le film dont parlait Guillaume tout à l'heure, La classe ouvrière va au paradis. Donc voilà, donc c'est quelqu'un pour les habitués de la croisette qui a Oui. été récompensé. J'ai oublié de dire, je voulais aussi dire ça. Ah, Il faut trop que vous voyez la chaîne Cinéma et Politique. C'est grâce à ça que j'ai vu le film et j'ai un peu pompé les anecdotes là-dessus. C'est vraiment... super. Il nous apprend ça en fin de chronique. Moi, l'anecdote de la vodka pour Josiane Balasco, je l'ai pas pompé, je l'ai trouvé tout seul. Oh, bah encore Non, heureux, désolé. putain, il manquerait plus que t'aies pompé ça sur des pros, quoi. J'ai pas vraiment pompé, mais c'est quand même grâce à elle que j'ai découvert Ouais, le c'est film. les Donc, sources. Non, mais évidemment, on cite nos sources. On a des journalistes autour de la c'est bien. table. Voilà. On cite les autres. Toi, Josiane Balasco, c'est quoi la source? Ah non, mais j'avais dit à Déclat de Blier, c'était Télérama. Ah ouais, d'accord. Quand il avait dit son avis sur film. Bah merci. Non, mais t'inquiète, j'aurai plein de sources pour mon prochain film à vous Non, présenter. mais je pense qu'on peut remercier Télérama de nous avoir permis d'avoir accès à cette anecdote, quand même. Ah donc voilà. Non mais écoute, au-delà du monde, merci beaucoup Guillaume. C'était. Ouais, merci en tout cas pour. En vrai, c'était un angle vraiment intéressant parce que, enfin, moi, à titre personnel, je connaissais pas plus que ça le cinéma italien et encore moins le cinéma engagé, donc franchement, c'était très intéressant. Et on a eu 3 angles vraiment différents, 3 univers différents, et ça va peut-être continuer comme ça la prochaine fois. En tout cas, voilà, on vous a déjà teasé le film que j'ai choisi, il n'aura rien à voir avec cela, ça c'est sûr. Oui, il y a une dimension politique dans le nombre 23 de Joel Schumacher. Non, et il y a plein de choses dont on parlera, donc voilà, ce sera un premier film un peu horrifique. Non, voilà. mais c'est bien. Après, on peut faire. Ah non, j'allais dire un plaisir coupable, mais peut-être tu le prends même pas en plaisir coupable, hein. Peut-être t'as adoré, on sait non, pas. même pas. Non, un plaisir coupable pour moi, c'est pas ça, non. Ah oui. Mais attends, t'as mis le film ou pas? Je sais plus. Oui, il est pas mal, ça va, il est pas mal, mais surtout il y a pas mal de choses dessus à dire, quoi. C'est plutôt pour ça. D'accord, non mais Ok. bon, la presse avait adoré en tout cas son film. Bon, j'ai hâte.
De quoi? Non, et voilà, on est en Ouais. train de bifurquer un petit peu sur ce, Ouais, sur non, ce mais au sujet-là. moins Mais ça on tease, a, non, mais au moins ça tease l'épisode suivant. Donc ça veut dire que déjà on est engagé puisqu'on va le publier, donc on est baisé, faut le faire. ouais. Ah bah non, vous allez le regarder ce film-là, hein. Mais Oui, bon, oui. j'ai peur que malheureusement je perde des soldats et qu'ils voudraient plus jamais regarder les films que je leur propose après ça, quoi. Ouais, On a non, déjà eu mais un petit problème une fois comme ça sur une blague un peu longue durée sur un film sorti cette année, là. Ah On a ouais? perdu un. Bah oui, j'ai envoyé. Bah, vous le verrez, il y aura un bilan fin d'année. Moi, je l'annonce, il y aura un autre bilan fin d'année. Il sera dans les flops de l'année. J'ai emmené Lucas voir The Monkey au cinéma. Oui, oui, oh putain, quelle horreur. Ok. une grande expérience, ouais. Ah oui. Voilà, donc non, non. Non, mais c'est mieux que The Monkey, quand même, le nombre 23. Parce que The Monkey, j'aime pas, moi. Donc, alors que le nombre 23, ça va. Non, mais ça peut difficilement Et être pire. il me Hein. semblait que t'avais aimé, mais- Hein? Il me semblait que t'avais aimé le film. The Monkey? Ah, pas du tout, non, c'est horrible. D'accord. Ah non, c'est pourri. Non, non, mais bon, bref. Enfin voilà, on a pas mal divagué, mais en tout cas, ils ont le teasing pour le prochain. Et puis, bah, on verra bien. En tout cas, le prochain épisode, ça sera encore avec toi, Guillaume. Si, de toute façon, tu seras toujours avec nous. Je t'ai proposé le film, donc tu seras aussi avec nous pour le prochain épisode. T'es pris en Bon, otage. t'es pas obligé de voir le film. Non, tu seras après avec nous. Puis voilà, au fur et à mesure, en fonction de si vous appréciez, si on continue, etc. Voilà, on vous présentera au fur et à mesure de nouveaux invités à chaque fois. Et Guillaume sera là assez souvent. Mais voilà, il y aura aussi de nouveaux invités. On annonce, hein, il est pas en CDI chez nous, hein, encore, hein. Ah, À voir les invités. bon, Hein. J'ai un droit de veto, au revoir, sur les invités, hein, je vous le dis. Moi. Non, donc voilà, voilà. Bon, en tout cas, merci, messieurs. Et puis voilà, on peut terminer cet épisode comme Ouais. ça. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non, moi c'est pas rien de particulier, c'était un plaisir et hâte Non, du prochain. moi j'ai adoré l'anecdote en tout cas, j'espère Oui, en entendre d'autres. l'anecdote, j'espère qu'il y aura d'autres anecdotes du niveau de Ouais, Ah bah sur José le nombre Balasco. 23, moi je vais vous en trouver, moi, des anecdotes sur le nombre 23, vous allez voir, Voilà, hein. peut-être il y avait Jim Carrey aux opiacés, enfin voilà, peut-être moi j'ai hâte. Voilà, vous allez voir. Donc bon, bah, en tout cas, merci beaucoup, messieurs. On vous dit à bientôt sur Retrospect Film. Au revoir, à bientôt. Allez, au revoir. au revoir.